Virus. Je suis Vanessa Lalo, je suis psychologue clinicienne spécialisée dans les pratiques numériques et les jeux vidéo. Mon document, je pourrais vous le transmettre. On ne s'est pas mis d'accord vraiment avant avec les organisateurs. Je ne sais pas si ça transitera par eux, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter après si vous voulez récupérer mon support. J'ai prévu beaucoup trop de choses parce qu'on est toujours très très ambitieux et on n'aura pas le temps de tout aborder. Donc c'est pour ça que j'anticipe en vous disant que vous pourrez récupérer mon diapo. Je vous ai mis notamment plein d'exemples de jeux vidéo que j'aurai pas le temps de passer en revue, mais voilà, j'anticipe. Ce qui peut être intéressant pour nous tous, c'est qu'on soit dans l'interactivité. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à me faire signe, à me faire part de vos témoignages, vos questionnements, que je ne sois pas toute seule à blablater face à mon PowerPoint, ça m'arrangerait. Voilà. Ceci étant dit, donc on va parler de un petit peu tous les clichés qu'il peut y avoir autour des jeux vidéo et essayer de vous donner en même temps des pistes de réflexion, de médiation, avoir des supports de réflexion un petit peu différents peut-être de ce que vous pouvez entendre au quotidien. Donc, avant de parler des jeux vidéo à proprement parler, je trouve ça intéressant de resituer la notion de jeu tout court. Et j'ai fait ce petit montage mettant en scène Freud en train de jouer à Mario Kart, puisque je suis partie du principe que s'il était encore vivant, il utiliserait ce formidable outil de médiation avec ses patients, puisque le jeu vidéo, en fait, on lui fait porter beaucoup de mots, comme le dit le titre de cette intervention, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités et de supports de médiation possibles. Donc c'est ce qu'on va essayer de discuter un petit peu cet après-midi. Alors le jeu dans la construction des enfants, il est fondamental. Je voulais revenir un petit peu sur ces bases-là, puisque quand on parle de jeux vidéo, on a tendance à mélanger un petit peu tous les sujets. Ce qui peut être intéressant, c'est de couper en deux la notion de jeu. En anglais, il y a deux termes, gaming et playing. Le gaming, c'est le jeu avec des cadres, des contraintes, un respect des règles, etc. Le playing, c'est l'activité de jouer. Donc là, c'est typique des petits enfants qui vont rentrer en interaction avec leur environnement et changer d'objectif au fur et à mesure de ce qu'ils peuvent rencontrer. Et du coup, chez les petits-enfants, la notion de gaming, c'est pas du tout approprié. Ils aiment pas ça, les règles, les scripts, c'est quelque chose de pas du tout intéressant. Donc quand on joue, quand on est petit, on fait comme si les gendarmes et les voleurs, comme si on était... peu importe ce qu'on a envie d'être d'ailleurs, on se raconte plein d'histoires, donc on est vraiment dans cette notion de comme si. J'anticipe par rapport à la suite, parce que ce qui est important dans cette notion de jeu et de jeu vidéo par la suite, c'est qu'on fait comme si. J'anticipe aussi d'autres problématiques éventuelles autour des notions de mélange réalité-fiction, futur psychopathe qui joue aux jeux vidéo, etc. En tout cas, le fait de jouer quand on est petit, c'est essentiel dans la construction d'un enfant. Si on ne joue pas, on se construit pas en fait. C'est bien pour ça qu'en maternelle, on a quasiment tous les apprentissages qui sont non formalisés entre guillemets, qui se passent par des éléments ludiques, puisqu'on a besoin d'interagir avec notre environnement pour comprendre en fait les principes de réalité, tout simplement comme on peut l'appeler. Donc pourquoi on joue? Pour accepter les frustrations, pour accepter le déplaisir, pour même apprendre tout court. On s'amuse avec l'environnement à comprendre ce qui se passe. Quand par exemple on fait un château de sable à marée basse, si à un moment la mer monte, elle va ensevelir notre château. Donc à ce moment-là, l'enfant il a deux possibilités. Soit il essaye de refaire tant bien que mal, mais l'eau est remontée, il va se retrouver en échec, il va peut-être criser, mais tant pis, la réalité va prendre le dessus et ça va être comme ça, il va devoir réadapter au moins son histoire dans sa tête, ou alors il va aller faire le château de sable dans le sable plus sec, auquel cas il pourra peut-être pas faire toutes les finitions qu'il aurait souhaité sur son château fort par exemple. Mais ça c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on se mesure au monde, qu'on comprend que le monde on n'est pas tout puissant dessus et qu'il y a donc une réalité. Et c'est ce que Winnicott appelait du coup l'espace potentiel, un espace dans lequel en fait on a le droit dans sa tête de se raconter absolument tout ce qu'on souhaite. Mais bien sûr, le réel, à un moment, revient faire irruption. Mais on a le droit d'avoir ce petit moment de comme si j'avais le droit de tout faire. Cette espèce d'espace potentiel où on peut construire son propre monde à l'intérieur de sa tête.
Et du coup, cet espace où tout est possible, bah, quand on grandit, on va plutôt chercher à le retrouver à travers les jeux vidéo. Par exemple, si je prends quelque chose un peu cliché, on va jouer par exemple à la maison de poupée, et puis à un moment, on va dire bah, je suis trop grand pour ça, donc je vais aller jouer aux Sims. On va jouer au Lego, puis à un moment, on va dire je suis un peu trop grand pour ça, je vais aller jouer à Minecraft. Mais finalement, c'est des jeux qui sont bac à sable. Hein, les deux exemples que je vous cite, les Sims ou Minecraft, c'est des jeux. Ouais, mon café, pardon. J'ai bien sûr pas eu le temps de prendre de café. Merci beaucoup. Je vais l'allonger un peu, pardon. Petit moment de pause très important, essentiel pour tenir presque 2 heures. Merci beaucoup. Ça va mieux. Je vous parlais des jeux bac à sable. Voilà, les Sims, Minecraft, c'est vraiment des jeux où on a le droit de s'approprier absolument tout ce qu'on souhaite. Hein. On peut changer d'objectif en cours de route, on peut se raconter absolument toutes les histoires qu'on veut, on peut fabriquer son monde à son image ou en contre-pied de son image. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans les jeux vidéo, c'est qu'on a le droit de tout transgresser aussi, transgresser les règles, d'expérimenter absolument toutes les situations, qu'elles soient sociales, physiques, mathématiques. Enfin, on peut absolument tout remettre en question dans un jeu vidéo. Du coup, c'est vraiment l'espace potentiel dont je parlais juste avant pour les enfants, mais qui se décline finalement sous toutes ces facettes à travers les jeux vidéo, en ayant quand même bien en tête que dans un jeu, vidéo ou pas, d'ailleurs, il y a un script. Hein, normalement, il y a un début ou une fin dans un jeu, dans la catégorie du gaming, en tout cas. En tout cas, on ne pourra pas, même sur les jeux bac à sable, sortir de ce que le script a prévu pour le jeu. Hein, si, je sais pas, on est censé avoir des licornes qui sont roses, eh ben on ne pourra pas avoir des licornes vertes. Sauf si on a envie de tricher et de rajouter un script, et auquel cas, c'est là où on peut rentrer aussi dans des transgressions qui sont assez chouettes avec les adolescents notamment. En tout cas, ce qui est intéressant dans la notion de jeu vidéo, c'est que c'est sans conséquence, c'est sans risque, et qu'on peut éprouver toutes les différentes limites à travers son corps, son esprit, ses pulsions, mais en étant dans un espace qui est sécurisé, puisqu'on rentre par la fenêtre du jeu à travers soit une tablette, un téléphone, une console, une manette, un clavier, peu importe, mais on rentre toujours dans l'espace du jeu, et on en ressort de la même manière. Donc on sait qu'on va rentrer dans un espace qui a un cadre qui est sécurisé. Et dans ce cadre-là, on a le droit de faire absolument n'importe quoi. Donc ça peut être comme le chamboule-tout de la foire, hein, qu'on connaît bien, où on imagine... hein, avec le riz là dans les chaussettes, on lance sur les conserves, et puis on imagine, je sais pas, son patron, son grand frère, les personnes qu'on déteste, et puis hein, donc on pourrait se dire on est tous des psychopathes, on a tous été à la foire à un moment, on n'est peut-être pas tous des psychopathes, on a juste des pulsions chacun qu'on a le droit de mettre à l'extérieur, d'externaliser, hein, et c'est aussi un des enjeux du jeu vidéo, un espace aussi défouloir. Mais ça, c'est très important d'avoir vraiment cette notion en tête de sans conséquence, parce que quand on prend un jeu comme GTA, par exemple, qui est donc Grand Theft Auto, où on a le droit de voler des voitures, écraser des piétons, faire des films pornographiques, enfin, toutes ces choses qui nous plaisent énormément en tant qu'adultes, en tout cas, d'imaginer les enfants dessus, bien sûr, ça nous effraie toujours un petit peu, mais n'oublions pas que ça reste des jeux, finalement, où c'est une sorte de chamboule-tout géant, et quand on ne sait pas conduire une voiture dans un jeu vidéo, malgré nous, même si on veut rester sur la roue, de toute façon, on va rentrer dans des lampadaires, etc. Et on va de toute façon faire un chamboule-tout géant malgré soi. Et c'est là où finalement les adultes vont prendre le plus de plaisir. C'est qu'au début, on se sent totalement en échec. On se dit, je suis totalement nul, j'arrive pas à conduire ma voiture. Et d'un coup, on va se mettre, ah ben j'ai plein de café qui arrive. Merci beaucoup. On a passé des commandes multiples. J'ai Deliveroo et Uber. Merci mes chers camarades. Total, je ne sais plus où j'en étais avec tous ces cafés qui arrivent. Ouais, enfin bref, voilà, c'est un grand chamboule-tout géant GTA. Bon, alors c'est pas forcément toujours comme ça que le voient les gamins, mais si on est sur le monde libre, le monde ouvert dans GTA, on peut simplement s'amuser comme dans un jeu bac à sable à rentrer dans absolument tout et n'importe quoi et se défouler. Après, quand on fait par contre la campagne, là c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, les enfants sur la campagne, c'est pas du tout conseillé. Mais c'est intéressant de voir en fait que nous, on va avoir un angle d'adulte à voir ces jeux-là comme quelque chose de très amoral,
quelque chose de très qui va avoir attrait plutôt même aux psychopathes, alors qu'en réalité, on est juste dans un espace qui est des fouloirs, un espace où tout est possible, on a le droit de tout se permettre parce que justement, on est cadré dans le jeu. Donc on peut aussi bien voler des voitures que voler dans les nuages, hein. Alors pas dans GTA, mais voler dans le ciel. On a le droit de tout faire dans un jeu, et c'est ça qui est fantastique. Ne l'oublions pas pour toute la suite de ce qu'on va se dire. Donc pour moi, le jeu, c'est vraiment un théâtre extériorisé ou externalisé de son monde interne. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un en train de jouer, on voit finalement tout un tas de ses pulsions, de ses mécaniques intérieures, on voit ses problématiques psychiques éventuellement, ou en tout cas, on voit de la manière dont les uns et les autres sont structurés. C'est très intéressant de prendre appui sur un jeu, ne serait-ce qu'en questionnant les plus jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs. On n'est pas toujours obligé de regarder le jeu de quelqu'un ou d'être à côté de quelqu'un en regardant sa partie pour comprendre aussi ce qui est en train de se passer dans ses identifications, dans ses investissements, dans ses pulsions, dans ses idéaux, dans ce qu'on essaye de remettre en question de sa vie ou de régler comme problématique. Donc n'oublions pas que c'est quand même un divertissement. Au départ, c'est ce que je marque en premier quand même, parce que finalement, c'est quand même la première industrie culturelle au monde qui est vraiment de l'ordre du divertissement. Mais on peut s'en saisir aussi comme un miroir un petit peu déformé, bien sûr, mais psychologique des personnes que l'on peut accompagner ou avec lesquels on peut discuter. Donc il y a quand même aussi un enjeu cathartique. Alors toutes les études on se contredisent un peu d'un point de vue scientifique sur ça, mais il y a un enjeu cathartique quand même pour certains, avec cette notion de défouloir, encore une fois, qui permet dans un cadre sécurisant d'avoir le droit de faire absolument tout ce qu'on souhaite. Et puis quand on discute avec quelqu'un en fonction des jeux qui vont... enfin, les jeux qu'on va choisir, pardon, ça va nous donner aussi beaucoup d'éléments sur la psychologie de la personne. Hein, quelqu'un qui va jouer au jeu de voiture va pas avoir exactement le même profil psychologique que quelqu'un qui va jouer tout le temps à GTA, ou quelqu'un qui va jouer à StarCraft, à Minecraft, ou à un jeu de tir à la première personne, ce qu'on appelle les FPS. Voilà. Donc quelqu'un sur une même journée peut jouer aussi bien à un jeu de ferme qu'un jeu de stratégie, qu'un jeu qu'un FPS. Voilà, c'est pas cloisonné. Mais quand on a vraiment une appétence pour un certain type de jeu, c'est jamais pour rien. Hein. Est-ce que la personne fait plutôt des choix de jeu face à une intelligence artificielle? Est-ce que c'est plutôt en face à face avec un adversaire sur lequel on veut donc prendre la main? Est-ce que c'est plutôt un jeu qui est en équipe? Est-ce qu'on est en coopération, ou est-ce qu'on est contre les autres? Tout ça, c'est des éléments qui peuvent être précieux pour comprendre un petit peu la dynamique psychique de quelqu'un. Bon, notamment chez les adolescents, hein, c'est très souvent difficile de discuter avec un ado. Quand on leur pose des questions, ils regardent leurs pieds, ils n'ont jamais rien envie de dire. Quand on les écoute, ils n'ont rien à dire. Et puis finalement, si on leur pose la question de, je sais pas, à quoi ressemble ton avatar, quel est ton pseudo dans tes jeux vidéo, à quoi tu joues, avec qui tu joues, sous quelle forme, etc. On va d'un coup rentrer dans des discussions qui peuvent être très intéressantes, très intenses, voire même qui peuvent durer très très longtemps. Et on peut être assez surpris de voir tout ce qu'on nous raconte sur soi sans s'en rendre compte. Et ça, c'est le côté un peu magique de cette médiation autour du jeu vidéo, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de parler de soi et de même ses désirs les plus profonds, de ses fantasmes les plus profonds. Et ce qui est très important aussi dans le jeu vidéo, c'est la maîtrise que l'on a de toutes les situations quasiment. Hein, on peut tout le temps refaire. Si on n'a pas bien maîtrisé une situation, on peut la refaire. Le jeu vous dit systématiquement super, essaye encore. Il vous dit jamais, t'as été nul, va te pendre, comme on le dirait sur les réseaux sociaux, quoi. Hein, les jeux vidéo, c'est toujours positif, c'est toujours essaye encore, c'est toujours des bons messages positifs. Donc ça, c'est le côté gratification, valorisation aussi permanent du jeu qui, bon, a son écueil aussi. Hein, c'est-à-dire que si on nous gratifie tout le temps, on n'apprend pas forcément toujours à se confronter non plus aux échecs. Mais on ne se sent jamais en échec dans un jeu vidéo. On est toujours dans l'essai-erreur. C'est une résolution de problème permanent qui fait qu'on réajuste son positionnement, qu'on réajuste sa stratégie, qu'on réajuste la position de ses mains, qu'on réajuste tout un tas de choses.
Du coup, on a l'impression d'être dans une certaine maîtrise de la situation. Et ça, c'est assez intéressant si on prend un jeu comme, je sais pas, Mario ou n'importe un des jeux où on a des niveaux. Il y a des gens qui vont vouloir passer de niveau en niveau le plus vite possible pour finir le jeu et avoir voilà, fini le jeu. Il y a des gens qui vont avoir besoin de maîtriser chacun des niveaux, trouver tous les petits passages secrets, d'avoir les 3 étoiles, d'avoir tous les badges et les récompenses associés au fait qu'on a eu le timing le plus parfait, etc. Et ça, psychologiquement aussi, c'est deux enjeux extrêmement opposés presque. Alors encore une fois, une même personne peut faire les deux, hein, mais très souvent, on a quand même un profil psychologique qui fait que... Et ça, chez des enfants en difficulté, chez des ados en difficulté, ça peut être précieux. Hein, quand on est un peu fragile et qu'on se sent un peu en décrochage à l'école, les dyslexiques, les dyspraxiques, les enfants qui se sentent un peu marginalisés, etc., c'est essentiel à certains moments qu'ils aient des endroits dans lesquels ils se sentent bien, qu'ils aient leur estime d'eux-mêmes, qui puissent se développer. Qui puissent se sentir gratifiés et valorisés quelque part à minima et d'avoir l'impression de maîtriser quelque chose parce que souvent le reste de la vie nous échappe. Hein. Et puis par rapport à la gratification aussi, c'est vrai que dans la vraie vie, on ne dit pas forcément merci à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, malheureusement. Hein, quand on bosse, on ne nous dit pas merci d'avoir fait notre travail. On a notre paye, entre guillemets, pour ça. Le problème, c'est que justement, on nous dit peut-être pas souvent assez merci ou assez souvent merci. Dans le jeu vidéo, c'est l'inverse. On nous dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est super, merci, c'est génial, t'es formidable. Donc là, c'est un peu l'écueil, comme je disais juste avant, parce qu'effectivement, des fois, avec les ados, il faut peut-être réussir à retricoter quelque chose, de réapprendre un peu de déplaisir ou un peu de contrainte. Hein, parce que quand on est tout le temps gratifié, finalement, ça peut créer son pendant inverse. Mais chez beaucoup de jeunes qui, en tout cas, sont en difficulté, ça peut être vraiment essentiel de pouvoir s'appuyer aussi sur ça. Et c'est toutes ces compétences qui sont développées à travers les jeux. Mais ça, on pourra y revenir. Je prends une petite lampée quand même. On ne m'est pas apporté tous ces cafés pour rien. Donc, j'aime bien résumer cette phrase-là par rapport au jeu de dis-moi comment tu joues et je te dirai qui tu es, ou dis-moi à quoi tu joues et je te dirai qui tu es, parce que je trouve que c'est assez parlant pour encore une fois se rendre compte finalement de tout ce qui se passe de manière sous-jacente dans l'esprit des personnes. C'est un vrai miroir de soi, les jeux vidéo. Alors c'est un miroir encore une fois un peu déformé, un peu biaisé, puisqu'on y met ce qu'on a envie d'y mettre de nous-mêmes, mais on a le droit de se construire, on a le droit de réajuster sa propre posture. Et puis ce qui est intéressant quand on joue avec un avatar, aussi, c'est qu'il y a une sorte de mise en abîme de nous-mêmes et on peut se regarder presque en train de se regarder. Hein, puisqu'on regarde le personnage auquel on s'est identifié en train de se balader, mais du coup, on lui fait porter des propriétés et on fait bouger dans l'espace un personnage sur lequel on a la main qui, quelque part, est un représentant de nous. On a quelque chose qui nous incarne à travers l'écran, qui peut être aussi très libérateur. Et encore une fois, psychologiquement, c'est très intéressant de voir selon les jeux ou selon les profils psychologiques, quel type de personnage on va choisir. Est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui est du même sexe ou au contraire, est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui est petit ou grand? Est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui est performant, qui pourrait prendre tous les coups et répondre aux coups? Est-ce qu'on va prendre quelqu'un, un personnage qui, je sais pas, va être tout gringalet comme nous-mêmes? Et ça, c'est intéressant aussi vraiment de regarder dans la représentation de soi ce qu'on cherche à donner comme image de nous-mêmes à l'extérieur, mais qui quelque part est l'image que nous aimerions incarner ou alors que nous aimerions contourner pour différentes raisons. Parce que certains vont prendre des personnages qui vont être justement tout fragiles pour pouvoir comprendre quelque chose d'eux-mêmes, pour pouvoir comprendre d'autres limites. Mais très souvent, enfin, j'ai pas mal d'exemples comme ça. On va avoir des gamins qui se font, par exemple, maltraités à l'école ou maltraités à la maison, qui vont prendre des gros bonhommes qui peuvent prendre les coups justement en total contre-pied de ce qu'ils peuvent pas vivre en dehors de cette situation-là. Donc, ça peut être très intéressant. Au niveau des avatars avec les Sims, par exemple, aussi, on a eu beaucoup d'expérimentations en hôpital avec des personnes qui ont des grands troubles narcissiques ou des troubles du comportement alimentaire, par exemple. Et on va se rendre compte qu'on a beaucoup de dysmorphophobie, beaucoup de personnages qui vont être faits avec des traits qui sont beaucoup plus grossis, beaucoup plus grossiers que ce que la personne peut être en face de l'accompagnant en train de faire ce type d'atelier. Et très souvent, à ce moment-là, on va avoir, par exemple, des scarifications qui vont apparaître, des choses, des marqueurs sur la peau. Et en fait, on n'aurait pas pu discuter de ce type de choses si on n'avait pas eu cet avatar qui, à un moment, vient recevoir un stigmate à
un endroit dont on va pouvoir discuter et qui très souvent, malheureusement, vient faire appel à des incestes, à des traumatismes, à des situations voilà, de trauma antérieurs. Donc ça peut vraiment être des supports finalement très très vastes. En fonction de ce qu'on a envie d'analyser ou de travailler. Mais ça peut être très intéressant, en tout cas, de prendre appui sur tout ça. Bon, j'ai des milliards d'exemples cliniques. Je ne sais pas ce qui vous intéresse ou pas. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Vous aussi, vous digérez. Très bien. Je vais continuer à parler. Alors, bon, on a parlé un petit peu des enfants, un petit peu des ados. Je ne sais pas exactement sur quoi je cible mon discours, mais on va peut-être prendre le temps que vous finissiez votre sieste. Alors, juste pour savoir un petit peu tous de quoi on parle, tu as abordé ça ce matin? Non, vous n'avez pas abordé. Du coup, on ne s'est pas bien mis d'accord. Juste le profil du joueur français, c'est intéressant de voir les statistiques. On a l'impression que le joueur de jeux vidéo, c'est le gamin adolescent qui joue au FPS, donc tout ce qui est Counter-Strike, Call of Duty, les jeux où on se tire dessus, violents. Bon, déjà, il existe plein de jeux, ce sera l'occasion aussi d'en rediscuter après. Mais si on prend le profil lambda du joueur français, la moyenne d'âge est à 39 ans. Donc c'est assez surprenant parce qu'on n'a pas du tout l'impression de voir ça enfin, dans la vraie vie. Mais en réalité, voilà, le joueur est beaucoup plus âgé qu'on pourrait le penser parce que, alors, autant on commence à jouer tôt, mais autant, en fait, on a plein de seniors aussi qui jouent aux jeux vidéo. Et puis finalement, quand on pose la question aux personnes, est-ce que vous êtes joueur de jeux vidéo, comme on a le cliché de l'e-sport ou du joueur acharné sur son écran, on oublie que quand on joue à Spider Solitaire ou des mineurs sur son PC, ben, on est aussi joueur de jeux vidéo, que si on joue à Angry Birds, à Candy Crush, à des petits jeux mobiles de ferme, etc., ben, on est aussi joueur de jeux vidéo. Et du coup, ça inclut plein de nouveaux usages nomades, plein de personnes qui ne se sentaient pas joueurs avant et beaucoup de femmes aussi. Puisque pour le coup, c'est des jeux qui sont souvent plus joués par les femmes, les petits jeux qui peuvent être interrompus puisque la charge mentale, tout ça, tout ça. Bon, c'est hyper cliché, mais finalement, c'est quand même un peu réaliste à certains moments. Bref. Donc on a, je ne trouve plus la répartition homme-femme. Si, on est sur le profil du joueur français lambda, on est sur à peu près 50% d'hommes et 50% de femmes. Alors on n'est pas dans les mêmes pratiques à la fin. Il y a bien sûr des pratiques qui sont communes, mais c'est vrai que c'est encore très très cliché. Le joueur régulier français, moyenne d'âge 38 ans. Donc on a juste un an de différence. Et là pour le coup, on est à 47% de femmes et 53% d'hommes. Alors, les chiffres, il faut quand même juste être un tout petit peu honnête. C'est les chiffres du CEL, donc le syndicat des éditeurs de jeux vidéo, donc l'industrie elle-même, c'est pas un institut indépendant, hein, et ils ont oublié de comptabiliser les enfants avant 10 ans. Donc, ça biaise un tout petit peu les chiffres, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Disons que peut-être on aurait pu descendre de 1 ou 2 ans de plus en moyenne. Mais on a quand même beaucoup de gens de plus de 60, 65 ans, 70 ans hein, qui jouent aussi aux jeux vidéo. L'entraînement cérébral, etc. C'est devenu à la mode hein, maintenant, les sudoku, etc. En fait, tout le monde joue maintenant sur tablette aussi. Hein. Donc n'oublions pas tout ça. Tout le monde est un petit peu joueur et tant mieux parce que c'est ce côté un peu régressif qui fait du bien. Voilà, qu'on a tendance à refouler parce qu'on se dit c'est pour les enfants. Voilà. D'ailleurs, après la maternelle, encore une fois, on arrête les jeux. Il faut devenir sérieux. L'apprentissage, ça doit devenir chiant. Hein. On est d'accord. Mais on a le droit de jouer toute sa vie. Et puis bon, voilà. Mais par contre, les jeux de cartes, les jeux de société, tout ça, le Scrabble, le Rami, on a le droit d'y jouer même quand on est vieux. Donc ça va. Mais ça, on peut le faire maintenant sur console. Mes chiffres sont petits. Au niveau du profil du joueur français, je ne sais plus quel chiffre je voulais vous mettre en avant. En tout cas, on a par tranche d'âge une espèce de répartition comme ça. On voit que c'est à partir de 34 ans que les chiffres commencent à baisser. On est à 98% de joueurs chez les 10-14 ans. Bon, ça, c'est pas étonnant. Ensuite, on est à 89% chez les 15-24 ans et 90% chez les 25-34 ans. Au niveau de la fréquence de jeu, on a 22% seulement qui déclarent jouer plusieurs fois par jour. Le chiffre le plus élevé, c'est 33%, mais bon, voilà, les chiffres, on est sur presque un tiers, qui jouent tous les jours ou presque. Voilà, donc, on n'a pas forcément tant de pourcentage de gens qui jouent plusieurs fois par jour. Chez la génération Z,
entre guillemets, qui n'existe pas, donc chez les 15-24 ans, déjà, ils comptabilisent à peu près 6,64 millions de joueurs, ce qui est quand même énorme. Donc, ça fait quand même une grosse partie de la population qu'on ne peut pas mettre de côté, ou en tout cas, il va falloir inclure ces pratiques vidéoludiques-là dans les accompagnements, dans les réflexions, dans ce que l'on peut mettre en place comme action. Et eux, ils sont 24% seulement à jouer plusieurs fois par jour. Donc, c'est pas finalement si énorme que ça. Après, c'est du déclaratif, hein, tout ça. N'oublions pas que tous les chiffres quasiment qu'on a à notre disposition, c'est du déclaratif. Donc, c'est pas forcément toujours très, très réaliste. Mais n'empêche qu'on n'est pas sur des chiffres qui dépassent l'entendement, hein, non plus, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, en tout cas selon cette étude-là. Toujours. Ah, pardon. Ouais, effectivement. Alors, c'est rare quand même qu'on joue juste une seule fois par jour en y restant scotché 1000 ans, hein. Ça, c'est un peu le cliché qu'on peut avoir. Ou alors, c'est ce qu'on va retrouver quand les parents ont interdit toute la semaine de jouer aux jeux vidéo et enfin, on ouvre la boîte de Pandore le week-end parce qu'on dit, bah, tu as le droit de jouer que le week-end parce que la semaine, il faut que tu fasses tes devoirs. Et alors là, bah, bien sûr, ils se lâchent. Mais c'est le principe du régime et de la frustration. Donc effectivement, ça c'est des choses qu'on peut observer, mais c'est juste simplement pour voir à peu près. Après, on peut rentrer dans tous les détails, bien sûr, des excès, des problématiques et des limites. On aura largement de quoi rediscuter de tout ça. Après, simplement en ayant une petite cartographie de la moyenne, hein, c'est quand même intéressant de voir que finalement l'usage du jeu vidéo n'est pas problématique. Il est institué tout au long de la vie au même titre que la plupart de nos activités, en fait, et qu'on est tous plus ou moins joueurs de jeux vidéo aujourd'hui, mais qu'on le refoule ou qu'on le dénie à beaucoup de moments, et qu'en fait, voilà, beaucoup de gens vont jouer à 2-3 moments dans la journée à des petits jeux rapides. Et finalement, c'est devenu quelque chose de très normal, comme regarder une série ou faire autre chose, hein. Enfin, après, bon, d'ailleurs, les chiffres les pires, c'est la télévision, hein. Parce qu'en moyenne, on est quand même à 3h20 par jour chez les adultes de visionnage de télé. Donc 3h20 par jour, c'est outrancier, quoi. Je préférerais qu'on joue aux jeux vidéo, hein. Mais bon, non, 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 télé. Télé, la télé à l'ancienne. La télé, télé, mais soit en streaming, soit en consultation, en visionnage direct. 3h20 par jour. Chez les 16-64 ans. C'est quand même intéressant. Donc, on n'explose pas, on n'atteint pas ces scores-là quand on joue aux jeux vidéo. En moyenne, hein, sur un public global. Après, bien sûr, beaucoup de gens vont ne pas avoir de télé ou ne pas regarder la télé. Et beaucoup de gens vont aller avoir des usages beaucoup plus intensifs de jeux vidéo. Mais juste sur une moyenne, c'est intéressant. Et oui. Ah, ça y est, vous vous réveillez. Hmm. Je reviens sur celle-là alors. Oui. Un, deux. Bonjour. C'était juste par rapport à ce que j'ai vu au début, c'est pour que je me mette dans le contexte. Est-ce que cette analyse-là du jeu vidéo, en fait, va être basée sur par rapport à une étude freudienne, vous savez, parce que j'ai vu Freud et il avait vraiment ses propres, comment dire, sa propre psychologie ou psychiatrie, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que certaines études Ouais, sont ouais. propres à chaque psychiatre, non? Du coup, est-ce que c'est juste sur, je sais pas comment expliquer en fait. Vous voyez ce que je veux Alors, dire? pas du tout. Le Ah, Freud, c'est une petite boutade. ah Il n'y a, d'accord, y a ok. rien de freudien. De toute façon, il est mort depuis très longtemps. Ouais, Donc, puis je il suis n'a pas pas pu d'accord avec faire son. d'études Ouais, sur les jeux vidéo. Ça n'existait pas quand ouais. il est mort. Ouais, parce que- Winnicott aussi, il est mort depuis bien longtemps. ouais, Et ouais. donc, ça n'existait Non, mais pas. comme il y avait certaines. Peut-être que si vous avez pioché dans certaines de ces idées, en fait, ça aurait peut-être redirigé en fait, l'étude sur un seul. Non, non, C'est non, juste non, ça. du tout, du tout, du D'accord, tout. ok, d'accord, ok. Du tout, du tout. Non, parce Enfin, que je suis pas trop d'accord avec son complexe de Deep non plus, donc c'est pour ça que ça m'aurait. Je suis pas il y d'accord a avec. beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas du tout en accord avec la psychanalyse Ouais. et bon, mais on n'est pas D'accord, ça là, n'a le rien à but n'est voir pas avec. de parler de psychanalyse, non, non, pas du D'accord, tout. merci. Les seuls éléments de psychanalyse entre guillemets, mais qui, bon, pour le coup,
coup marche à peu près sans avoir à être remis en question. C'est Oui, ces notions de principe de plaisir et principe de réalité que oui, j'ai présentées au tout départ. Et c'était pour ça que j'invoquais un petit peu Freud à ce moment-là, mais d'accord. c'est tout. Et Ok. sinon, Winnicott, pour le coup, c'est quand même encore très actuel, même si c'était en 1950, qui était un psychanalyste anglais qui a écrit énormément de choses sur le jeu, dont un livre formidable qui s'appelle Jeu et réalité. Et ça a été le premier psychanalyste enfin pédiatre et psychanalyste, à utiliser le jeu tangible, hein, puisque ça n'existait pas les jeux vidéo, comme un espace justement entre deux de potentielle médiation. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses autour de Winnicott qui peuvent être intéressantes, mais il n'y a pas. Non, non, non. Non, je ne suis pas en train de vous gouroutiser avec Freud. D'ailleurs, je ne l'ai mentionné qu'une seule fois sur ma photo, hein. Non, non, après, le reste, ce que je dis, c'est à la fois un mélange entre différentes études scientifiques voilà, qui sont disponibles sur le marché scientifique, purement scientifique, donc pas d'appel bizarre à des sectes. Ou alors de ma propre expérimentation et de ma propre expérience clinique. Après, les termes, voilà, on peut réfléchir sur la sémantique, mais je pense pas qu'il y ait trop de mots là qui soient touchy. Est-ce qu'il y avait autre chose tant que j'y suis ou... Quoi? Bon, bah, du coup, je passe à la suite et puis si d'autres personnes ont des sursauts, n'hésitez pas. Euh, Au niveau de la pratique sociale aussi du jeu vidéo, c'est quelque chose, on a tendance à considérer que le jeu, c'est quelque chose de très individuel et très personnel, alors qu'en fait, on voit bien statistiquement que c'est quand même une pratique qui est plutôt sociale, qui nous fait plutôt sortir de l'isolement, au contraire, puisqu'on a envie de jouer les uns avec les autres, que la plupart des jeux se jouent aujourd'hui en ligne ou en équipe, ou en tout cas de manière interconnectée le plus souvent. Donc, la pratique sociale, en tout cas, correspond à 30% des joueurs, non, pardon, 30% des joueurs de jeux vidéo ont le sentiment d'appartenir à une communauté. Et ça, c'est intéressant. Alors, ils sont pas si élevés que ça, les chiffres, mais c'est vraiment la notion de communauté, de se sentir exister dans un groupe, exister quelque part. Et ça aussi, ça peut être très important chez les adolescents ou chez des personnes un petit peu plus âgées, d'avoir l'impression d'appartenir à un corpus, en fait, hein, de faire groupe, de faire corps. Ça peut être essentiel à certains moments quand justement on se sent un peu en désancrage, en marginalisation, qu'on se sent pour plein de raisons pas forcément accepté dans la société, etc. Chez les enfants, pour le coup, on est à 53% qui ont ce sentiment d'appartenir à une communauté. Donc chez les enfants, donc moins de 14 ans, je crois, que je dise pas de bêtises, les enfants se sentent beaucoup plus dans déjà cette notion d'importance d'appartenir à une communauté, et ils se sentent beaucoup plus en groupe que les adultes. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, les adultes ont peut-être des pratiques plus individuelles que les gamins. Voilà, je ne vais pas passer en revue tous les chiffres. Je ne sais plus exactement ce que je voulais vous montrer sur ces diapos. Ta, 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 ta. Oui, en bas à droite, si ce chiffre-là il peut être intéressant, 60% des joueurs de jeux vidéo estiment que le jeu vidéo peut être considéré comme un réseau social à part entière. Donc là, on est sur un chiffre qui est plus élevé. Beaucoup de joueurs de jeux vidéo, jeunes en tout cas, par exemple sur Fortnite, si on prend cet exemple qui a été un peu une guerre dans les chaumières, les gamins vont se retrouver sur Fortnite après l'école. Alors encore une fois, c'est très caricatural et très genré, mais parce que malheureusement, on est encore très, très, très voilà, on est dans ces caricatures. Mais très souvent, ça va être les jeunes filles qui vont se retrouver sur Instagram en groupe entre copines et les garçons qui vont se retrouver soit sur Discord, soit sur Fortnite, soit sur Fortnite, enfin Discord dans Fortnite. Donc c'est très coupé en deux comme ça. Mais du coup, en fait, c'est un vrai réseau social pour beaucoup de gens. Les jeux vidéo, ça permet de faire des rencontres, ça permet de sortir de sa bulle, de sa bulle sociale habituelle. Ça permet de se rencontrer avec d'autres personnes sur des centres d'intérêt communs, de rencontrer des personnes à l'autre bout de la planète, d'apprendre aussi plein d'autres choses
de parler en anglais, parce que très souvent, on se retrouve à parler avec des gens dans d'autres pays, etc. Donc, c'est plein de compétences en plus qui sont amenées à se développer parce qu'on sort de sa bulle, entre guillemets, de confort. Et ça, c'est très intéressant pour beaucoup de personnes qui ont des problématiques de mobilité. Que ce soit des problématiques de mobilité parce que des problématiques de santé ou des problématiques de mobilité parce qu'on habite dans un milieu rural avec très peu de transports en commun. Et du coup, qu'est-ce qui nous reste à certains moments, si ce n'est de s'interconnecter les uns avec les autres pour recréer une bulle sociale, même à distance. Et ça peut sortir aussi de l'isolement. Beaucoup de jeunes qui sont un petit peu en difficulté. Voilà, quand un gamin a qu'un seul bus, il faut le ramassage scolaire, mais en dehors des vacances, enfin en dehors des moments scolaires, qui n'a pas de bus, bah, comment il fait pour faire corps ou pour faire lien avec ses copains, si ce n'est de pouvoir se retrouver sur Discord ou sur des outils connectés et de pouvoir jouer avec ses copains en ligne. Hein, puis il y a beaucoup de gamins aussi qui ont besoin de sortir, encore une fois, de leur zone soit de confort, soit qui ne trouvent pas leur marque dans leur quotidien, hein, tout simplement, et qui vont avoir besoin de trouver d'autres personnes avec lesquelles enfin se sentir dans un lien social, éprouver un lien social, expérimenter un lien social. En tout cas, on est vraiment en contre-pied le plus total dans tout ce qu'on peut observer en réalité au niveau des jeux vidéo par rapport aux clichés qui voudraient que le joueur de jeux vidéo soit isolé parce que tout seul dans sa chambre. C'est vraiment ce qu'on va voir, on va visualiser quelqu'un qui est tout seul dans sa chambre. Mais la plupart du temps, on est interconnecté avec d'autres personnes et en fait, on est dans un lien qui est en train de se tisser ailleurs, autre part, différemment. Et du coup, c'est hyper important. Voilà, bon, pareil, Médiamétrie a aussi mesuré un certain nombre des choses par rapport à la pratique sociale. On voit bien qu'on est dans une mise en lien les uns avec les autres et du coup, ça, c'est intéressant. Et puis, il y a la notion d'e-sport aussi, l'e-sport, donc les compétitions de jeux vidéo, tout ce qui va être les tournois, etc. Ça, c'est aussi très vecteur de rassemblement. Hein, encore une fois, on a l'impression que les jeux vidéo, c'est quelque chose de très cliché où on est tout seul, alors que dès qu'on a une manifestation qui propose des jeux vidéo et des tournois, on voit bien que beaucoup de gens viennent sur place, viennent se rencontrer, ont envie de se rassembler, ont envie de retrouver leurs copains, ont envie de jouer ensemble, de partager des moments collectifs, parce qu'en fait, on a tous envie de collectif, mais la question, c'est comment on arrive à recréer des liens autrement, et du coup, le jeu vidéo vient aussi pallier à ces différentes problématiques, et on se rend bien compte que dès qu'on ouvre des clubs e-sport ou des salles ou des endroits où on peut faire collectif pour jouer tous ensemble, bah, les gamins en tout cas sont ravis d'aller sur place jouer avec leurs copains. Donc ça peut être intéressant aussi d'envisager les choses un petit peu autrement, de proposer des espaces dans lesquels on peut se retrouver physiquement, parce qu'en tout cas c'est quelque chose qui émule beaucoup. Et puis après c'est comme un match de foot, hein. Est-ce que regarder un match de foot tout seul devant sa télé, c'est être isolé? Bon, bah, à vous de me le dire. Mais c'est pareil, l'e-sport, en fait, on regarde tous ensemble quelque chose en commun qui est en train de se passer en direct et du coup, tout le monde va pouvoir commenter en direct aussi sur les réseaux ou en étant connecté avec ses copains ou en mangeant une pizza et en regardant le match d'e-sport sur sa grande télé comme on le ferait pour un match de foot. En tout cas, c'est rassembleur et ça permet de tisser des liens complètement différemment de ce qu'on pourrait penser. Donc, j'ai commencé à anticiper un peu sur ces clichés, là, addiction, violence, isolement, qui sont un peu les trois piliers des clichés, hein, voilà, les jeux responsables de tous les maux, pour revenir sur le titre de cette intervention. Je vais passer en revue un petit peu toutes ces questions-là. D'abord, la notion d'addiction. On a commencé tout à l'heure à anticiper un petit peu sur cette question. Attention, il y a quand même une lubie médiatique. Hein, avant de rentrer un peu plus précisément dans cet enjeu-là de l'addiction, il y a un enjeu vraiment médiatique. La plupart du temps, ceux qui mettent en avant cette notion d'addiction aux jeux vidéo, c'est la télé, la radio, un peu la presse écrite, mais moins finalement que la télé et la radio, qui sont finalement les principaux concurrents. Hein, d'un point de vue médiatique. C'est-à-dire qu'on est sur une guerre d'attention. Si les gamins sont en train de jouer aux jeux vidéo, ils ne sont pas en train d'écouter la radio, de regarder la télé. Donc on est vraiment sur une guerre de concurrence attentionnelle qui fait que finalement les médias ont toujours ce prisme hyper déformé à nous parler d'addiction à longueur de temps, alors que c'est très très galvaudé comme mot. Hein, on dit qu'on est addict à peu près tout en fait au quotidien, ce qui, quand on est spécialiste des addictions, nécessite quand même à certains moments de prendre un peu de recul et dire est-ce que c'est vraiment ça une addiction? Est-ce que c'est quoi une addiction? C'est une compulsion, une dépendance avec une souffrance paradoxale, avec quelque chose qui fait qu'on essaye d'arrêter un comportement
sur lequel on essaie de reprendre la main et on n'y arrive pas. Or, les gamins, ils n'ont pas envie de reprendre la main. C'est les parents qui veulent qu'ils reprennent la main. Mais les gamins, ils n'ont pas du tout envie de lever le pied. Hein, les gamins, ils ont envie d'être en lien social avec leurs potes et de continuer à avoir leur vie du 21e siècle et d'arrêter d'écouter les propos has-been de leurs parents qui ont juste rien compris. Donc, en fait, qui est en excès dans l'histoire? Bonne question. Hein, donc, j'anticipe un peu sur la suite parce que on a l'OMS qui est venu nous détraquer absolument tout ce qu'on pouvait dire sur le jeu vidéo en venant nous dire qu'il y avait un gaming disorder, donc un trouble du jeu vidéo. Donc ça fait quoi, 3 ans 3 ans 2018. Depuis le Covid, tout était il y a 2 ans pour moi, il y a 3 ans. Je ne sais plus compter. 4 ans moins, 2 ans moins. Donc, le trouble du jeu vidéo. Donc, ça a été mis du côté des addictions comportementales, malheureusement. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ça vient légitimer quelque chose pour que tous les adultes puissent dire, mais regarde, tu vois, t'es addict. Alors, attention quand même, d'un point de vue médiatique, non, à l'inverse, scientifique et médical, il n'y a pas d'addiction au numérique, aux réseaux sociaux, à Internet, etc. Hein, contrairement à ce qu'on voudrait nous dire tous les jours. On n'est pas addict à notre portable. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ça n'existe pas. Donc déjà, quand vous voyez un média qui vous dit addiction, smartphone, addiction, déjà, ne lisez pas. Hein, enfin, je vous conseille. Donc, pour le jeu vidéo, c'est le seul objet sur lequel on a réussi à aller voilà, sur cette notion d'addiction, mais à cause d'un lobby chinois. Et ça, il faut quand même qu'on retrace historiquement aussi ce qui s'est passé. Ce n'est pas un consensus médical mondial. C'est surtout en Chine qu'on a pu voir qu'il y avait des grands excès, sauf que bon, ça les arrange bien qu'il y ait des excès, qu'ils puissent prouver qu'il y ait des excès parce qu'ils les mettent dans des camps militaires pendant 6 semaines qui donnent lieu à des tortures, etc. Ça, vous pourrez regarder sur Internet, c'est très bien documenté. Donc, il y a un vrai lobby de la Chine derrière et ils sont très, très nombreux, hein, proportionnellement par rapport à tout le reste du monde. Donc, voilà. Donc, déjà, petit bémol. Ensuite, si on rentre dans la définition concrète de cette addiction aux jeux vidéo, il faut qu'il y ait un désinvestissement massif de toute la vie professionnelle, affective, familiale, scolaire, etc., sur une durée d'au moins 12 mois. Et donc, ça peut correspondre à aucun ado, c'est pas possible. Ou alors un ado qui est pris en charge en hôpital de jour pour des troubles psychiatriques sévères. Hein. Mais pour un gamin normal, lambda du quotidien, 12 mois, ça ne tient pas la route. Et même chez des adultes, moi, j'en ai jamais rencontré. Donc après, bon, on n'est pas tous d'accord sur ça, on n'a pas les mêmes prismes, on n'a pas les mêmes publics. Bon, on s'affronte beaucoup les uns les autres sur ces sujets. Moi, je préfère au final parler de pratiques excessives, puisque là, finalement, on se comprend tous, on sait de quoi on parle. On a la pratique intensive d'un côté qui va être les joueurs professionnels, qui, eux, peuvent jouer 12 heures, 14 heures par jour parce que c'est leur métier, mais ils ne sont pas du tout addicts, hein, ils vont très bien. C'est une pratique intensive. Et on peut avoir des pratiques qui sont excessives. Mais n'oublions pas, en prenant vraiment ce qui est écrit tout en bas, l'adolescence ordinaire. C'est quoi un ado si ce n'est d'être en excès? C'est quoi un ado qui n'est pas en excès? C'est pas un ado. Ou alors il va pas bien. Un ado, c'est censé expérimenter les limites, vouloir tout enfreindre, négocier le cadre, vouloir exploser un peu tout ce qui a pu être décidé par l'extérieur. Donc un ado, c'est quoi qu'il en soit en excès. Déjà. En plus, on est au XXIe siècle avec cette culture populaire, plus cette industrie, la première industrie culturelle au monde, encore une fois. Donc, les gamins se retrouvent autour de ces jeux. Ce qui est surtout problématique pour notre société, c'est que nous-mêmes, on n'a pas forcément été éduqués avec ces jeux, ou en tout cas pas avec ces types de jeux, avec ces technologies connectées en ligne, etc. Et du coup, on n'a pas forcément les repères pour comprendre ce qu'il en est. Hein, moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent me consulter parce qu'ils voudraient que leurs enfants aillent faire du vélo dehors et qu'ils voient leurs potes pour de vrai. Sauf que s'ils voyaient leurs potes pour de vrai, bah oui, mais ils pourraient se faire renverser dans la rue, puis se faire kidnapper, puis ils pourraient ne pas rentrer, puis ils pourraient boire un petit peu trop, et puis ils pourraient fumer des pétards, et puis oui, mais s'il est à la maison, il pourrait rencontrer des prédateurs, et puis il va rater sa vie parce qu'il va devenir débile. Et puis... Bon, donc en fait, faut les enfermer dans une petite boîte sans connexion, avec du béton partout. C'est quoi la solution? Il n'y en a pas. Hein, donc bon, déjà, relativisons un peu. Le XXIe siècle, on est tous connectés. On a besoin aujourd'hui de plein d'outils numériques pour plein de raisons. On est tous en excès, hein, les adultes plus que les gamins d'ailleurs. Donc déjà, ça, c'est aussi important de le dire. Ensuite, quand on rentre dans les détails,
On a plein de gamins qui vont pas bien, mais quand ils vont pas bien, c'est pas à cause des jeux vidéo. Le jeu vidéo, en fait, c'est un comportement excessif qui vient finalement montrer à l'extérieur ce qui ne se voyait pas au préalable. C'est la plupart du temps des états dépressifs ou des dépressions, des troubles anxieux, des phobies sociales, des phobies scolaires, ou beaucoup aussi de hauts potentiels pas diagnostiqués ou des enfants précoces qui à un moment se mettent à basculer au niveau des apprentissages, qui décrochent, qui se sentent en asynchronie avec le monde, qui ont du mal avec les relations interpersonnelles, qui ont leurs hormones qui poussent, mais peut-être pas les poils qui poussent en même temps que les copains. Et il se passe tout ça aussi au moment de l'adolescence, hein, ça se bouleverse, il y a tout qui change, tout qui se chamboule. Et il suffit de pas grand-chose pour qu'on soit un peu déséquilibré. Mais de là à ce que ce soit 12 mois, hein, bon, je ne sais pas si vous avez des exemples de gamins qui sur 12 mois ont raté leur vie, mais moi, j'en ai pas. Voilà, donc ça, c'est important aussi d'aller vraiment rentrer dans ces détails-là, de se dire toujours que l'écran fait écran à quelque chose, que c'est important qu'on puisse les avoir en consultation, qu'on puisse discuter aussi de ces excès-là ou de poser à un moment qu'il y a un excès pour juste voilà, rentrer en discussion, mais de pas toujours pathologiser ou médicaliser des comportements qui finalement sont peut-être simplement à un moment un refuge à quelque chose qui va pas. Des enfants maltraités par leurs parents peuvent s'enfermer dans les jeux vidéo. Un enfant qui est maltraité à l'école ou harcelé ou cyberharcelé peut s'enfermer dans les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Un enfant qui est en état dépressif ou en trouble anxieux va chercher à se rassurer en ayant le contrôle sur quelque chose qu'il maîtrise. Et du coup, en fait, ça passe inaperçu le reste des troubles parce qu'on a trouvé une solution qui est cathartique justement, qui nous correspond, qui nous convient. Donc, il ne faut pas inverser les enjeux de causalité, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas à en discuter. Il n'y a pas de, voilà, faut pas être dans le déni d'une souffrance ou de quelque chose qui n'irait pas, mais faut pas non plus chercher à aller pathologiser tout ça. Je sais pas si c'est clair ou si on, ouais. Je me disais c'est bizarre que personne ne me parle. Bien sûr, bien sûr. Oui, alors ça, c'est essentiel qu'on puisse discuter. Mais après, j'ai d'autres diapos par rapport à tout ça, cet enjeu précis de l'accompagnement aussi des familles. Mais c'est bien sûr essentiel qu'on recrée du dialogue parent-enfant et adulte-enfant. Parce que l'adulte référent ou l'adulte tout court, c'est important qu'on aille s'intéresser aux pratiques des gamins. Tout simplement s'intéresser. Alors le mieux, c'est quand on va jouer les uns avec les autres. Alors, si on prend les dernières statistiques, on a 77% des parents qui déclarent jouer occasionnellement avec leurs enfants. Donc, en fait, finalement, ça veut un peu rien dire à la fin, ce chiffre, hein. Mais c'est joli à dire, à 77% des parents jouent occasionnellement avec leurs enfants. Donc, on peut qu'espérer que ça continue à grimper, ces chiffres. Parce que finalement, je pense que c'est quand même en jouant avec les plus jeunes qu'on comprend ce qui se passe vraiment dans leur tête, qu'on peut aussi changer de posture, se sentir un peu moins en échec, parce que les adultes se sentent très en échec avec les différentes technologies, qui sont un peu la montagne paralysante, où on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à tout maîtriser. Et je parle pas que des jeux vidéo, hein, tous les réseaux sociaux, les TikTok, les stories. Enfin, à un moment, on se dit, mais au secours, comment on va pas s'en sortir, quoi. Hein, ils sont dans leur bulle. Mais ce qui est important aussi, c'est peut-être des fois de remettre l'adolescence en place d'adolescence et de dire, on a tous fait ça, d'avoir un marqueur générationnel, d'exclure les adultes en leur montrant qu'on est dans notre bulle, qu'on est dans notre vocabulaire et qu'ils ne comprendront pas parce qu'on les exclut, parce que justement, sinon, il n'y aurait pas de marqueur générationnel, il n'y aurait pas de distanciation. Et on a tous fait ça. Moi, à mon époque, c'était de parler en verlan, par exemple. Bon, alors, on nous comprenait quand même, mais c'était une manière de montrer, tu me comprendras pas, je mets ce marqueur-là, cette distanciation-là. Aujourd'hui, il n'y a plus forcément besoin d'aller claquer les portes ou de crier pour montrer sa crise d'adolescence, hein. On a juste à mettre son casque et boum, et ça veut dire, pam, tu comprendras plus rien. À partir de maintenant, tout est fermé et tu vas juste angoisser parce que tu ne sais pas ce que je fais sur mon écran. Et le pire, c'est ça, parce que souvent les parents disent, il est enfermé sur son écran, elle est enfermée sur son écran, mais on ne sait pas du tout ce que l'enfant fait. Si c'est des réseaux sociaux, si c'est des jeux vidéo, si c'est des jeux vidéo qui sont connectés, ou alors on les entend parler, mais on ne sait pas s'ils sont en train de jouer, ou à quel jeu, ou avec qui, ou s'ils sont bons, s'ils sont mauvais, si...
Parce qu'il y a des gamins qui sont hyper mauvais et il faudrait peut-être les faire changer de jeu ou les rassurer. Il y a des gamins qui sont champions de France et les parents vont me dire, enfin, ça m'est déjà arrivé une fois, hein, qu'une maman me dise, mais attendez, mon enfant, il est champion de France de tel jeu, mais il n'arrive pas à avoir son bac, donc c'est une merde. Ah, alors, on va peut-être reprendre ça. Voilà. Bon, donc vous avez tous compris le message. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'a un peu choqué, mais du coup, on a discuté, en fait, parce que bah, le pauvre gamin, à un moment, je dis, mais vous savez, là, plus vous allez appuyer sur ça, plus le fossé va être pire et plus votre gamin va s'enfermer là-dedans. Et en plus, ça se trouve, bah, il a juste besoin que vous l'accompagniez, que vous mettiez le trophée sur la cheminée, que vous soyez avec lui sur ses rassemblements sportifs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait mieux se passer, quoi. Trouver un aménagement scolaire. Enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a plein de manières de réussir à remettre du dialogue parent-enfant en allant déjà dédramatiser un peu ce qu'est l'adolescence tout court, avec des nouvelles modalités, mais l'adolescence tout court n'a pas changé, la crise d'adolescence n'a pas changé, l'ado n'a pas changé, et les parents qui veulent mettre des limites, protéger leurs gamins, bah, ça n'a pas changé non plus, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment s'y prendre parce qu'on n'a pas les repères. Donc, il faut les rassurer, les parents, pas forcément leur dire, vous êtes has-been, vous avez rien compris au milieu des jeux vidéo, mais plutôt dire, bah, puisque vous avez peut-être pas compris, posez-leur des questions. Essayez de jouer avec eux si vous pouvez, mais ou alors posez-leur des questions tout simplement. Intéressez-vous, voilà, que l'enfant se sente un peu en possibilité de raconter quelque chose de soi, d'avoir une possibilité de s'exprimer en fait à un moment sans se sentir en permanence jugé. Parce que les adultes, que ce soit les réseaux ou les jeux vidéo, c'est pareil, hein, c'est des trucs débiles. C'est quoi tes trucs débiles? Bref, enfin, on est dans un discours qui est très moralisateur et on considère qu'ils sont en train de perdre des morceaux de cerveau, ce qui n'est pas vrai non plus. Mais voilà, recréer du dialogue, c'est vraiment essentiel en allant à minima s'intéresser à ça. Et si on peut les pousser à jouer ensemble, c'est encore mieux. Mais ça, beaucoup de parents ne sont pas prêts à le faire parce qu'en plus, ça réinverse encore une fois cette sorte de posture et ça oblige à se dire, ouais, mais si mes enfants me battent, qu'est-ce qui se passe? Je suis censée être le sachant, l'adulte qui apporte la sagesse à la génération d'après. Et là, d'un coup, c'est les enfants qui sont meilleurs. Et justement, ça peut rebattre les cartes autrement. Ça peut créer des moments de complicité. Partager des expériences communes, c'est essentiel aussi. Et quand on partage des moments de complicité ensemble ou qu'on rigole ensemble, peu importe pour quelle raison, ça peut permettre aussi de faire de la prévention de manière beaucoup plus souple et de se rendre compte en fait de comment les gamins cliquent, de comment ils bannissent les gens, de comment ils commentent, de comment ils ferment des pop-up éventuellement intempestifs. Et en fait, tout ça, au lieu d'aller les enquiquiner au quotidien parce qu'on a vu dans les médias qu'on pouvait encourir tel risque de prédation, de je sais pas quoi, de tomber sur des images pornographiques ou je sais pas quoi, bah, peut-être qu'en les regardant faire, on pourra se rendre compte qu'en fait ça, ils savent déjà faire, qu'il faut qu'on mette notre accent sur autre chose. Et peut-être qu'on peut se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qu'ils savent pas du tout faire, sur lesquelles ils s'y prennent très très mal, et que c'est pas parce qu'ils sont digital natives qu'en fait, ils savent faire. Et en fait, on se rend compte aussi quand on est côte à côte avec des gamins qu'il y a plein de cadres qu'on a posés de manière totalement arbitraire en étant dans nos fantasmes et que en fait, ça correspond pas du tout à la réalité ni subjective des gamins, ni des familles, ni la réalité des jeux, ni. C'est pas Freud, hein. On se fait gronder. Un, deux. Non, je voulais vous dire que ça fait beaucoup de bien. Enfin, moi, personnellement, je sais parce que je suis d'une génération un peu plus ancienne. Et ça me fait beaucoup de bien ce que vous dites parce que c'est vrai qu'on se sentait toujours un petit peu stigmatisé par ça. Qu'on était toujours par rapport au jeu, par rapport à jouer, etc. Et par rapport aussi au discours infantilisant qu'on entendait toujours où t'arriveras jamais à rien. Mais je parle pas forcément des parents, hein, je parle vraiment du La contexte société. voilà, etc. Et du coup, moi, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que ça évolue? Est-ce que vraiment le discours change? Est-ce que vraiment au niveau de la société, est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue vraiment par rapport aux jeux vidéo? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce Oui. que, est-ce que ça évolue? Je sais que ça évolue doucement. Moi, je suis la génération 80, donc c'est voilà, c'est ancien, quoi. Mais est-ce que c'est en bon chemin, quoi? Vous voyez? J'allais te faire une blague, mais je la ferai pas. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Non, j'allais dire, allongez-vous, parlez de vos parents. Ah, Euh, alors, la société évolue beaucoup par rapport à tous ces sujets, mais
à coups et avec des contradictions et des choses très polarisantes. Donc c'est hyper paradoxal. D'un côté, on avance énormément, on n'a jamais autant avancé, on n'a jamais eu autant de parents justement qui ont compris que, et notamment le Covid pour le coup a été hyper libérateur parce que beaucoup de parents se sont rendus compte d'abord qu'ils avaient des enfants, que c'était bien de se parler, qu'à un moment, quand on passe des journées entières, ben, on est obligé de finir par discuter et que voilà, donc beaucoup de gens se sont redécouverts, donc beaucoup de parents se sont prêtés au jeu de regarder à quoi jouaient leurs gamins ou de jouer avec eux. Donc ça a beaucoup fait augmenter les chiffres statistiquement pour le coup. Mais de l'autre côté, on n'a jamais eu autant de gens qui tapent sur les écrans, sur les jeux vidéo pour dire à quel point on est en train de devenir débile et que c'est en train de tuer notre cerveau et que la méchante industrie. Et en fait, du coup, ce qui est compliqué, c'est qu'on avance un peu sur presque deux bouts de société différents qui se comprennent pas forcément toujours, alors qu'en fait, il y a des points de passage qui devraient peut-être se régler de manière plus nuancée. On sait très bien que l'industrie, elle n'est pas là pour être sympa avec nous, puisque de toute façon, eux, ils sont là pour se faire de l'argent. C'est le principe de n'importe quelle industrie. Que qui dit les jeux gratuits qui arrivent de plus en plus dans nos poches, dit qu'il y a bien sûr des biais cognitifs, des modèles d'économie de l'attention, etc., qui sont faits pour nous capter le plus longtemps possible, pour nous faire dépenser de l'argent sur des jeux gratuits, parce que sinon, bah, comment ils se feraient de l'argent si tout était gratuit. Donc il y a cet enjeu-là d'un côté sur lequel on tape beaucoup, et à juste titre, mais de manière beaucoup trop prégnante, on va dire, au détriment de tous ces messages aussi qu'on peut faire passer autour des opportunités, de ce côté normal et ordinaire de cette nouvelle société qui a quand même évolué et qui voilà, est en train de continuer à évoluer bon an, mal an. Donc il y a un peu ces deux extrêmes-là qui continuent à coexister sans se comprendre, mais je pense qu'à un moment, on va finir par juste vivre avec, comme le Covid. Enfin, ou pas, mais comment? Bah, là, incessamment sous peu, ce qui va quand même nous remettre en question tout ce qu'on est en train de dire, c'est la VR en fait. Donc dès qu'on sera rentré à fond dans l'ère de la VR, tout ce qu'on aura dit sur les jeux vidéo finalement presque sera caduque, puisqu'alors là, il y a plein de choses qui seront remises en question par rapport à tous les modèles et ça risque de rebattre les cartes encore autrement, mais peut-être de manière beaucoup plus négative. Ouais, exactement. Mais c'est aussi les gens qui connaissent qui tapent dessus, parce que, et à juste titre, parce qu'ils savent aussi comment les choses sont faites. Donc c'est ça qui est compliqué. Et on se sert de ça dans les médias, et les antis se servent aussi de tout ça pour dire oui, mais regardez, c'est les gens, enfin, c'est comme les repentis de la Silicon Valley qui viennent tous nous dire à quel point ils sont tristes de savoir à quel point on a perdu du temps sur nos réseaux sociaux. Bon, bah, vous êtes mignons, mais enfin, bon, vous êtes fait beaucoup d'argent au préalable et vous étiez bien content de le faire, quoi. Et finalement, on sait plus trop. Dans leur repentir, on ne sait plus trop ce qu'il en est non plus. Donc, on se sert aussi tout le temps de ces arguments-là. Je pense qu'il faut un peu de nuance et voir systématiquement au cas par cas. Il y a des situations où c'est délétère. Il y a des situations où, chez certains gamins, dans certaines familles, ça peut être délétère. Dans d'autres situations, ça peut être très favorable. On a vu que ça avait acheté une paix sociale, que ça a permis de diminuer la maltraitance aussi, qu'il y ait des écrans et des jeux vidéo dans certaines familles, parce que quand on était les uns sur les autres pendant les confinements successifs, heureusement qu'il y avait les écrans et les jeux vidéo pour tenir bon quelque chose. Euh, donc ça dépend vraiment des situations. Il y a des enfants en difficulté d'apprentissage chez qui ça pourrait créer d'autres types de problèmes d'attention parce que justement, ça vient solliciter certaines zones au détriment d'autres. Et il y a d'autres types de gamins à l'inverse qui cérébralement vont pas être câblés exactement de la même manière et ça va leur permettre de pouvoir se rendre compte qu'ils peuvent se concentrer plus longtemps que prévu ou plus longtemps qu'ils le pensaient. Par exemple, chez les enfants dyslexiques, on a pu voir que ça développe l'acuité visuelle, les jeux vidéo, donc le fait de balader ses yeux dans l'espace. Et chez un enfant dyslexique qui du coup a du mal avec l'acuité visuelle, en fait, la dyslexie, c'est pas juste un mauvais câblage sur la lecture. C'est comment nos yeux se baladent dans un texte pour être capable de faire sens de manière globale et de pouvoir voilà, voir les lettres, avoir une image mentale des lettres. Et du coup, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo et qui est dyslexique va plus facilement développer son apprentissage de la lecture, par exemple. Donc ça dépend vraiment au cas par cas aussi de chaque situation et c'est ce que nous montre la recherche. En fait, à chaque fois qu'on prend un petit point très précis, on se rend compte que bah, finalement, ça dépend. Et très, très souvent, malheureusement, la recherche a fini par trancher en disant, en fait, ça dépend. Donc, il y a très peu de choses
Ils sont hyper, hyper tangibles. Ça dépend vraiment du type de jeu, de combien de temps on va y jouer, du contexte environnemental, du contexte socio-économique, si ça a été accompagné, si c'était isolé, si c'était, enfin, donc c'est ça qui fait que pour l'instant, je pense, on avance un peu moyennement, puis ça continue à faire peur, mais bon, je pense qu'on va s'en sortir. Elle veut pas. Elle veut pas. Oui. Mhm. Oui, bien sûr. Mais partout, parce qu'en fait, bon, là, vous parlez de médiation numérique à proprement parler, mais on n'est pas obligé d'être médiateur numérique pour non plus proposer des espaces intergénérationnels aux familles ou des espaces de dialogue ou des espaces de partage d'expériences ludiques. C'est important, je pense que tout le monde se sente aussi concerné et qu'il n'y ait pas que les personnes qui sont spécialisées dans le numérique qui aient le droit d'aller vers ces outils connectés, entre guillemets. Il y a plein d'actions possibles qu'on peut faire juste pour simplement réduire les risques. Par exemple, dans les cas de rixes de quartier, ça marche hyper bien de faire des ateliers où on joue aux jeux vidéo ensemble parce qu'en fait, les gamins, ils ont tous ce même centre d'intérêt commun. Donc, à un moment, on finit par se dire, mais pourquoi on se tape dessus parce qu'on n'est pas de la même rue? Finalement, quand on joue ensemble, ça marche vachement bien. Donc, on peut vraiment s'emparer du jeu vidéo de mille manières différentes. Voilà, je pense que c'est bien quand on est spécialisé entre guillemets dans le numérique d'offrir aussi tout ce discours parce qu'on a ces connaissances-là, mais aussi dans la vie de tous les jours de pouvoir un peu partout distiller un peu d'éducation aux médias, un peu d'intergénérationnel, un peu de fédération de liens sociaux et peu importe l'objet qu'on va utiliser au final. Mais il se trouve que le jeu vidéo marche bien. Mais des fois, le jeu vidéo marche pas. Enfin, ce qui est important, c'est d'avoir des espaces aussi pour voilà, remettre des choses en commun, tout simplement, refaire collectif. À un moment, on a une société qui est trop individuelle et se rendre compte qu'en fait, ces jeux, ils peuvent simplement nous permettre de se retrouver ensemble déjà, d'être dans le bien vivre ensemble, entre guillemets. Et sur ça, on est à peu près tous d'accord qu'on a besoin de bien vivre ensemble. Et du coup, quand on joue, en général, ça marche bien. Mais ça peut être des jeux qui sont pas vidéo. Enfin, je suis pas forcément toujours pour mettre du jeu vidéo partout non plus, hein. Je pense qu'une fois qu'on a compris que ce dont on avait besoin, c'est de remettre des choses en collectif, on peut aussi décliner tout ça sous mille formes. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison de souligner que dans la médiation numérique, on fait des choses aussi qui sont formidables et qu'on a tendance à pas valoriser suffisamment non plus d'ailleurs. Mais on a besoin de tout le monde, quoi. Exactement. Après, on a la D'accord. régie qui crie. Pardon. Donc, c'est un outil essentiel pour comprendre en fait l'être humain, pour comprendre ses envies, pour comprendre quelquefois pour se comprendre soi-même. Mais finalement, c'est comme tout loisir qui permet de s'échapper de la réalité, qui permet de gérer son stress, qui permet de mieux gérer ses angoisses. Et je trouve que les loisirs, en fait, ont un effet thérapeutique autant que les jeux vidéo, autant que les jeux de société, autant que pas mal de loisirs, et aussi un lien social très important pour moi. Oui, oui, complètement. Enfin, oui, merci. Après, il y a des loisirs qui sont plus individuels que d'autres. Enfin, je ne voudrais pas vexer quelqu'un en ayant un mauvais exemple, mais je sais pas.
Il y a des choses qui sont hyper solitaires. Finalement, Quelquefois, on a des fois besoin de cette solitude. On oui, a bien sûr. besoin du lien social, mais des fois, on a besoin de se retrouver autour d'un jeu plus solitaire. Et quelquefois, le jeu collectif est important également. Enfin, les deux sont importants, quoi. Oui, oui, tout à fait. Enfin, après, on n'est pas là pour se juger les uns les autres aussi. C'est vrai qu'on est beaucoup tout le temps dans le jugement. On a le droit à certains moments de regarder, je sais pas, sa série pour soi tout seul et de faire son truc dans son coin ou son jeu tout seul pour soi-même parce qu'on a envie de gagner des points face à une intelligence artificielle, comme on peut avoir envie de mettre en collectif. Mais c'est vrai que bon, dans le discours que je porte là aujourd'hui, ce qui me paraît important quand même de souligner, c'est les enjeux collectifs parce que le côté individuel, on le connaît tous déjà, peut-être un peu trop. Et du coup, ne pas oublier que justement, il y a aussi un enjeu qui peut être de remettre en collectif un certain nombre de choses. Enfin, je pense que ce qui peut être important d'un point de vue professionnel, c'est d'avoir vraiment en tête ce côté collectif, d'entendre bien sûr qu'on a des pratiques subjectives qui ont le droit d'être individuelles, mais ce qui nous manque quand même au quotidien et ce qu'on peut voir dans les familles, ce qui crispe et ce qui est compliqué chez un certain nombre d'ados, ça peut être justement cet enjeu beaucoup trop centré sur soi avec des pratiques qui sont très très individuel justement. Donc la question, ça peut être comment on peut s'appuyer sur tout ça pour aussi reproposer des expériences créatrices de liens, reproposer des choses en collectif, redonner des espaces tangibles en dehors de la maison, peut-être pour repartager des moments ensemble, quitte à ce que chacun soit sur des écrans individuels, mais de le faire peut-être dans une même pièce, ou alors simplement de permettre à des gens de se rendre compte qu'on peut aussi jouer à plusieurs. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais rien fait en collectif, qui ne savent pas faire de sport de groupe, qui ne savent pas mettre en groupe. Et ça peut être intéressant de faire expérimenter ça aussi à cette occasion. Mais il faut respecter aussi voilà, les desiderata de chacun, la construction subjective de chacun, bien sûr. Tout le monde s'en va là. Qu'est-ce qui se passe? On en a marre. Bon, je passe à la suite rapidement. Bon, Fortnite, je vais pas en parler sans 7 ans, ça sert à rien. J'ai abordé rapidement tout à l'heure le sujet. De toute façon, les gamins commencent à un peu moins avoir envie d'y jouer parce que ça y est, c'est devenu un peu has-been selon les cas. Ce qui est important peut-être avec ce sujet de Fortnite, c'est plus le côté achat intégré qui pose pas mal de problèmes en famille, ou en tout cas, il y a cette espèce de pression sociale de donner à minima de l'argent, en fait, pour que son avatar, il ne réapparaisse pas de manière aléatoire la fois d'après. Donc, il y a une vraie pression sociale chez les gamins. N'oublions pas tout ça, puisque c'est des jeux qui sont gratuits et qu'on n'a pas dépensé d'argent. C'est un vrai questionnement qu'on peut avoir en famille ou en tant qu'adulte. Est-ce que on autorise ou qu'on n'autorise pas de faire des achats dans les jeux? Attention, ce qui est crispant et ce qui est compliqué, c'est que beaucoup de gamins, en fait, soit volent la carte bleue des parents discrètement. Et là, du coup, c'est hyper problématique parce que, voilà, mais pour les gamins, ça reste quand même de l'argent virtuel, hein. La CB, c'est un truc virtuel. Bon, donc, c'est quand même une perversion un peu virtuelle. Beaucoup de gamins aussi vont enregistrer la carte bleue de leurs parents dans Steam, dans le PlayStation Store, dans les outils connectés, en disant non, non, je ne l'ai pas enregistré. Et puis on appuie par-ci, par-là sur oui, 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 valider, valider le paiement. Après tout, c'est de l'argent virtuel qui n'existe absolument pas. Donc, est-ce que c'est grave? Bon, et puis les parents, des fois, ils peuvent avoir des mauvaises surprises parce qu'on ne regarde pas toujours quand même les petits montants à 2 euros par-ci et 5 euros par-là. On ne fait pas toujours gaffe. Et puis après, ça peut chiffrer assez vite. Donc ça, c'est un point qui peut être important à discuter. Et moi, du coup, ce que je conseille par rapport à ça, c'est plutôt de pousser les gamins à avoir de l'argent tangible entre les mains, d'aller l'échanger contre une carte prépayée et de se mettre d'accord, hein, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, peu importe, mais d'avoir cet argent tangible qui est échangé sur une carte dans laquelle, en autonomie, ensuite, l'enfant peut faire ses dépenses d'argent, mais que ce soit discuté, qu'il y ait un échange d'argent tangible et qu'il n'y ait pas ce risque de carte bleue
enregistrés qui pourraient mettre le bazar dans la famille. Ça, c'est vraiment un point qui est hyper important parce qu'on n'a pas conscience forcément de ça. Et encore une fois, plus on avance dans le temps, plus les jeux sont gratuits et plus du coup, ils vont nous pousser à aller dépenser de l'argent avec des biais cognitifs. Hein, dans Fortnite, par exemple, on a des saisons qui durent 3 mois et à la fin, juste avant la fin des 3 mois, on va nous dire attention, tous les objets que tu n'as pas eu le temps parce que tu as été privé par tes parents de jouer suffisamment pour pouvoir débloquer tous les jeux. Donc, comme tu as une méchante société, une méchante famille, il va falloir que tu dépenses l'argent pour récupérer tous ces objets que tu ne pourras plus jamais récupérer une fois que ce sera fini. Et là, on a cette espèce de biais cognitif qui nous dit, tu n'as pas besoin de ça, tu n'en as jamais eu besoin, mais comme tu ne pourras plus jamais les avoir de ta vie, d'un coup, tu as un besoin irrépressible de les avoir. Et c'est là où on va nous faire dépenser 29,99 € pour récupérer le Battle Pass qui va faire que... Bon, là, c'est un peu technique ce que je vous dis, mais ça, c'est vraiment des points de vigilance à avoir sur la plupart des nouveaux jeux freemium ou free-to-play, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits à l'utilisation, mais ils jouent sur tous nos ressorts pour faire en sorte qu'on ait absolument besoin d'aller dépenser de l'argent. Donc ça, c'est quand même assez problématique. Après, il y a le temps passé dessus, bien sûr. Mais bon, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, n'oublions pas aussi que quand on gagne, on a envie de rejouer. Et quand on perd, on a envie de rejouer. Donc si on dit à un gamin, tu ne joueras qu'une partie, bon, franchement, autant ne pas le laisser jouer. Ça sert à rien. Donc ça, il faut bien se mettre d'accord aussi, poser bien les cadres. Je pense que ce qui est intéressant en famille, pour le coup, c'est d'essayer de fixer des cadres en disant, voilà, écoute, alors Fortnite ou n'importe quel autre jeu, hein, voilà, on va manger ensemble tous les soirs à 19h30. Si tu relances ta partie à 19h10, en sachant très bien que ta partie peut durer entre 10 minutes et une demi-heure, c'est ton problème, Coco, si tu arrives en retard, en fait. C'était à toi de ne pas relancer la partie et de les autonomiser. Hein, vraiment de leur faire comprendre qu'à un moment, ils ont le droit dans ce cadre-là de faire ce qu'ils souhaitent, mais à cette heure-là, il faut qu'ils soient autonomes, qu'ils se débrouillent et qu'ils aillent manger en famille. De rendre responsable chacun sans aller s'époumoner, parce que ça c'est typique, hein, on va hurler en bas de l'escalier, viens manger! Sauf que l'enfant, bon, et puis après on monte, on finit par monter, alors c'est le nombre d'exemples que j'ai, on finit par monter les escaliers exaspérés, on a hurlé, on s'est époumoné, etc. Le gamin, il a son casque, il a jamais rien entendu, donc il vous voit arriver enfariné, il éclate de rire, et alors là, vous pétez un câble, vous arrachez les câbles du Wi-Fi, le machin, la box, voire même vous la tapez avec un marteau, et c'est vous qui devenez violent, et c'est pas les jeux vidéo qui rendent violent, c'est la famille. Et alors qu'en fait, le gamin, il a jamais entendu une seule fois qu'on l'appelait pour manger. Donc, il y a des trucs comme ça où, bon, faut arrêter, quoi. Hein. Peut-être envoyer un SMS au gamin, ce sera plus rapide ou... Mais alors, faut éviter, par contre, de rentrer dans la chambre d'un gamin en train de jouer en allant dire, bah alors, t'es pas venu manger? Parce que alors là, si vous lui mettez la honte alors qu'il est en train, je sais pas, de streamer sur Twitch ou peu importe, là, pendant 3 semaines, il vous parlera plus, hein. Donc, il y a cet enjeu-là de comment retrouver des nouveaux codes aussi en famille, en respectant, entre guillemets, le jeu de chacun. Un jeu en ligne, bah, il est en ligne, hein, il est connecté, c'est comme ça. Tant que la partie n'est pas terminée, elle n'est pas terminée. Par contre, si le gamin l'a relancé alors qu'il savait très bien que... Voilà, d'en tirer aussi les conséquences nécessaires et suffisantes, que chacun puisse prendre conscience du temps qui passe. Et le temps, il passe pour tout le monde de manière beaucoup trop vite, hein, avec Internet, les réseaux, les jeux vidéo. L'espace-temps, il est distordu, on se rend jamais compte que le temps passe. Peu importe, ça peut être un article hyper intéressant qui fait qu'en fait, la sérendipité oblige, tac, 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 un article en entraînant un autre, boum, 1 heure plus tard. Ça peut être un jeu vidéo, des défilés de chats, enfin peu importe, des choses qui font qu'on passe plus de temps que prévu. On peut utiliser des minuteurs, des sabliers. Voilà, avec les gamins, ça marche très très bien, les petits, hein, les sabliers de couleur, une couleur par tranche de 15 minutes, une demi-heure. Enfin, j'ai plus en tête, mais il y a des sabliers comme ça de plusieurs couleurs qui existent pour 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Ça, pour les petits, ça marche bien. Et on a aussi maintenant plein de super jolis sabliers hyper méditatifs, très très beaux, qu'on pourrait utiliser pour les adultes, pour des ados. Voilà, pour que ça fasse un peu moins bébé avec les petites couleurs un peu gnangnan. Mais se rendre compte que le temps coule, parce que tous, on a un rapport au temps qui est devenu un peu distordu et problématique. Mais voilà, essayer d'autoréguler tous nos comportements chacun, et adultes comme enfants, parce que nous-mêmes, on a la même problématique aussi.
et de rendre responsable chacun de ses propres pratiques. Ça me paraît important, sans poser des cadres qui sont arbitraires. Ce qui marche pas en famille, c'est quand on ne prend pas en considération à quel jeu jouent les enfants et qu'on comprend pas qu'à certains moments, il faut attendre un point de sauvegarde, qu'à certains moments, c'est des jeux en ligne, qu'il y a des moments où on peut interrompre le jeu n'importe quand, qu'il y a des moments où on peut être en équipe et avoir besoin de se retrouver à telle heure parce qu'on a pris un engagement et que c'est comme ça. Et du coup, il vaut mieux l'anticiper en amont, en famille, se mettre d'accord. Ok, bah, mardi prochain, tu as rendez-vous avec tes copains à 19h30, alors exceptionnellement, on mangera avant ou après, ou alors on interdit tout court la pratique. Mais en tout cas, ça peut être bien de respecter, mais que tout le monde se parle et qu'on soit tous d'accord sur les cadres et les limites. Quelqu'un voulait parler, je crois? Non? Ok. Eh ben, je continue. Je sais pas, j'ai combien de temps encore? Au secours. Vous voyez, il me faudrait un sablier, moi. Et le pire, c'est que je vois l'heure qui se défile, parce que je suis en mode présentateur là sur le PowerPoint et j'ai le temps que j'ai déjà voilà, blablaté. Sur l'autre cliché concernant la violence, alors ça, j'avais piqué cette image-là à Yann Leroux qui avait partagé ça sur Twitter il y a un an. Le jazz est dangereux. Voilà, bon. Alors, c'était une fausse une qui avait été faite par Boris Vian en 1949, mais j'ai trouvé ça rigolo pour illustrer cette notion de la violence dans les jeux vidéo, parce qu'en fait, bon, on a voulu interdire le livre à l'époque de Montesquieu, puis après on a voulu interdire les romans noirs, et puis le rock, et puis les mangas, et puis enfin, tout un tas de choses, hein, parce qu'à chaque fois, c'est ça, vous imaginez, et puis les Pokémon, c'est le diable, enfin, bon, à chaque fois qu'on a inventé quelque chose, en fait, on allait tuer les futurs enfants français et mondiaux. Bon. Relativisons un peu. Ce qu'on a pu voir au niveau des recherches sur 10 ans, sur 20 ans, c'est qu'il n'y avait pas de lien de causalité hein, entre les jeux vidéo violents et la violence agie à l'extérieur. Et là, pour le coup, hypothèse psychanalytique, on pourrait même se dire, non, mais c'était pour la blague, on pourrait même se dire, mais là c'est moi qui me pose cette question, est-ce que ça ne tient pas à quelque chose justement d'un passage à l'acte qui aurait pu avoir lieu? Puisque comme on est dans un défouloir quand même assez important dans les jeux, on pourrait se poser la question, est-ce que il n'y a pas des passages à l'acte qui ont été évités justement parce que on a le droit d'agir notre violence ou nos pulsions dans un espace qui est circonscrit et sécurisant. Donc ça, c'est une hypothèse que moi, je me pose, mais que je trouve aussi intéressante pour inverser ces problématiques. En tout cas, on est dans un mythe vraiment médiatique hein, quand on parle de la violence dans les jeux vidéo. Alors, ça ne veut pas dire que les tout petits doivent jouer aux jeux violents. C'est pas non plus ce que je suis en train de dire, mais voilà, il y a des corrélations qui ont pu être faites, mais on a autant de corrélations sur des passages à l'acte violent après des jeux violents que des accidents de voiture après avoir mangé des patates. Je dis ça, je dis rien. Donc arrêtez de manger des patates, vous encourez plus de risques. De toute façon, avec la pénurie, il n'y a plus de voitures, bon, ça va. Plus d'essence, plus de voitures, plus de jeux vidéo, plus de violence. La pénurie d'essence rend vachement violent, beaucoup plus que les jeux vidéo. Enfin, moi, j'ai constaté ça en Île-de-France. Voilà. Donc après, il n'y a pas besoin d'un jeu vidéo violent pour rendre à certains moments agressif non plus. Et ça, faut quand même le dire de manière un peu honnête aussi. La compétitivité hein, dans les jeux vidéo, le fait de vouloir battre quelqu'un, on y met toute sa haine hein, à certains moments, mais comme quand on fait du sport et qu'on veut absolument battre l'équipe d'après, hein, il y a de l'adrénaline, il y a plein de choses, on est un peu excité. Bon, ça crée une espèce d'agressivité qui n'est pas de la violence avec un passage à l'acte violent, mais ça crée une petite agressivité qui va se dissoudre très très vite en moins de 15 minutes parce que c'est de l'adrénaline et qu'après, bouf, elle s'en va, sauf qu'elle nous paraît plus visible et plus tangible quand on a quelqu'un d'excité devant son ordinateur tout seul par rapport à quelqu'un qui est un peu excité après je sais pas, un match de tennis où on a perdu. Et bon, on a déjà vu des joueurs casser leurs raquettes, faire des gestes violents. Pourtant, on n'a pas interdit les raquettes. Voilà. Ça, c'est un problème. Ah oui, c'est vrai qu'il y a On il y a s'est la contrainte interdit du en micro. compétition de casser C'est sa raquette. ça, c'est un comportement qu'on voit un petit peu partout, même en dehors du jeu vidéo. En fait, c'est peut-être plus évident sur le jeu vidéo parce qu'il y a la notion de la personne qui est sur le jeu vidéo à son écran et ses contrôles, que ce soit une manette, une souris, un clavier, il les a entre les mains. Donc, on partage pas exactement la même expérience. Et du coup, il y a un biais sur ça, nécessairement. Bien sûr. Je suis que spectateur de quelqu'un qui subit une expérience, donc j'en comprends pas tous les aspects. Il y a une vidéo qui a été très bien, une intervention de Doc Géraud qui explique ça très bien. Je crois que vous l'avez cité Oui, je l'ai en cité. source.
qui prend pour exemple le jeu The Last of Us, qui est Mhm. sorti il y a quelques temps là, où on a un personnage qui est une ado qui fait parfois des actes quand même assez terribles, enfin, du meurtre hein, tout simplement. Et il parle notamment des feedbacks en fait qui sont proposés aux joueurs. Et en fait, il donne cette comparaison où le joueur, pour lui, il a les contrôles, donc il sait ce qu'il fait. Donc les taches de sang, tout ce qui apparaît à l'écran et tout, c'est juste un retour pour lui dire que c'est une action qui a été réussie en fait. Et si moi je me place en position de spectateur, je vois juste, bah, il y a mon gosse qui est en train d'assassiner quelqu'un, quoi, avec une petite fille en plus qui plus est. Donc, et Parce ce qu'on genre sait de... bien que les femmes ne sont pas violentes, alors une petite fille encore moins. Exactement, je crois qu'elle a 16 ans, l'héroïne de The Last of Us, faut pas déconner, quoi. 13 ans? Non, pas si jeune. Bref, bon, c'est pas, c'est pas la question de l'âge précis, quoi. Et du coup, je sais plus exactement où je voulais en venir par rapport à cette histoire-là. Qu'il y avait de la violence partout et que... Oui, par rapport à la représentation de la violence en fait du spectateur, donc nous en fait par rapport à celui qui subit vraiment son expérience. Et ça c'est typiquement c'est le genre de choses qu'il faut réussir à expliquer aux parents. Mais alors là, du coup je vais revenir par rapport à ce que Héloïse disait tout à l'heure. Dans notre posture de médiateur numérique, c'est très compliqué d'avoir le public à qui adresser ce genre de discours en fait. Parce que je pense qu'ici on est tous réceptifs à ce genre de choses, mais le fond du problème c'est retransmettre ça en fait à d'autres personnes finalement. Pardon, je pensais que vous alliez parler plus longtemps. Non, désolé. Je peux continuer hein, si vous avez besoin d'un peu de temps. Hein. Je peux vraiment continuer. Non, c'est bon, voilà, je voulais envoyer un SMS, mais Pas de finalement, je problème. peux faire un langage des signes, ça marche vachement bien, discrètement. Alors, c'est hyper important ce que vous dites, d'autant plus que ça me fait penser à quelque chose, c'est la violence visuelle. Si on remplaçait, par exemple, dans Call of Duty, dans Counter-Strike, etc., les jeux à première personne où on a une arme et on se tire dessus et on fait des headshots avec du sang partout, si on remplaçait ça par des bouquets de fleurs qu'on se tend et des pétales de rose qu'on se lançait, en fait, à la fin, la dynamique du jeu serait exactement la même. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment visuellement ce côté violence graphique qui fait on fait un pas en arrière, alors que le joueur ne voit absolument pas ce graphisme-là. Tout ce qu'il voit, c'est le déplacement le plus rapide dans l'espace, se cacher le plus rapidement possible pour ne pas être au vu et au su de tous, pour ne pas se faire tirer dessus, sortir le plus rapidement de sa cachette pour... Et en fait, finalement, c'est un jeu de cache-cache géant avec un jeu de dextérité massive, de stratégie, etc. Et du coup, la violence, elle n'est absolument pas perçue. Et il y a plein d'expériences de jeux comme ça qui ont pu être faites par des designers, des écoles d'art, etc., où on a transformé des FPS, donc des jeux où on se tire dessus, avec des boules de peinture et les choses où finalement ça se transforme en une œuvre d'art, par exemple. Et là, d'un coup, on se rend compte que le FPS n'est peut-être pas aussi violent qu'on pourrait le penser, qu'il y a une violence vraiment qui visuellement, graphiquement nous dérange, mais où on ne va pas forcément interroger est-ce que le jeu est violent intrinsèquement. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des jeux qui peuvent être vachement plus violents dans leur message final et qui finalement ne seront pas interdits, enfin déconseillés aux moins de 16 ou de 18. Enfin, je prends un exemple bête. Angry Birds. Peut-être que beaucoup de gens connaissent dans cette salle. Le jeu avec les cochons, là, les petits oiseaux qu'on lance sur les cochons verts. Il faut tuer les cochons verts, entre guillemets, tout en faisant des points sur les échafaudages. Bon, bref. Oh, ça paraît technique dit comme ça. Hyper technique comme jeu. Bon, bref, déjà, on lance quand même des oiseaux pour tirer des cochons, quoi, pour tuer des cochons verts. Déjà, c'est bizarre. Ce qui est rigolo, c'est que ce jeu, il est plus 7, je crois, Peggy. Donc, voilà, à partir de 7 ans. Pourquoi? Parce que les cochons, ils disparaissent quand ils meurent. Il n'y a pas il y a pas le corps mort qui reste et puis il n'y a pas le sang qui vient montrer qu'il y a eu une tuerie, quoi. Alors qu'en fait, fondamentalement, on prend quand même un animal pour tirer sur un autre animal et à la fin, le but, c'est quand même de tuer des animaux, quoi, hein. C'est terrible. Et ça nous paraît pas violent. Donc, c'est intéressant de voir voilà, comment on a une perception aussi de cette violence. Et puis la notion des femmes qui n'ont pas le droit d'être violentes aussi, ça c'est quelque chose qui est très, très rigolo quand on fait un peu d'études de genre dans le jeu vidéo, puisqu'on se rend compte que à chaque fois qu'un personnage doit incarner de la violence et que c'est une femme, il faut toujours qu'il y ait un passé vengeur, quelque chose qui soit atrocement violent dans son passé pour
avoir le droit de mettre en scène cette violence, alors que sinon les hommes, bon, bah, ils ont le droit d'être violents tout court. Bon, et c'est quand même toujours hyper cliché. Alors on est en train d'évoluer beaucoup par rapport à tout ça, les caricatures de genre, les personnages homosexuels, les personnages. Voilà, on est dans l'inclusion de plus en plus, mais on est quand même encore très cliché dans les jeux. Petite parenthèse, mais ça me faisait aussi penser à ça. Mais c'est vrai que faut des fois déterminer ce qui est de l'ordre de la violence. Ce qui nous fait violence à nous et ce qui fait violence aux joueurs. Et ce ne sera pas du tout la même chose. On a pu voir qu'en Allemagne, par exemple, on a interdit le sang rouge à un moment. Donc, c'était du sang vert. Et finalement, la plupart des joueurs, ils rentraient un cheat code pour pouvoir réavoir le sang rouge parce que finalement, ça gonflait tout le monde d'avoir du sang vert. Et en fait, ça n'a absolument rien changé pour personne. Donc, finalement, ils ont enlevé cette obligation du sang vert parce que ça diminuait pas les problèmes, que ça... Bon, après, en Allemagne, ils sont un peu bizarres. Hein. C'est sous clé, plus 18, vraiment... c'est plus 18, quoi. Alors que chez nous, c'est déconseillé au moins de 18 et on est très souple. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment nous, on va s'imaginer quelque chose de violent, alors qu'en fait, quand on joue à un jeu violent, on s'approprie la violence. Et c'est bien pire de regarder BFM ou le journal télé en ce moment avec tous les morts partout en Ukraine, etc., la sauvagerie humaine qu'il y a absolument partout dans le monde, plutôt que de jouer à un jeu entre guillemets violent où nous-mêmes, on s'approprie par notre propre corps cette violence-là et qu'on a le droit de l'agir différemment. La différence entre une fiction ou la réalité d'un journal qui nous balance des images violentes qu'on subit, dans un jeu vidéo, on peut décaler sa pensée, on peut changer d'issue, on peut trouver d'autres solutions, d'autres alternatives, ou en tout cas, on peut prendre la main sur cette violence. Donc finalement, on ne l'aperçoit pas du tout de la même manière non plus. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire jouer les tout petits à des jeux violents. Je ne dis pas ça, mais je pense que voilà, on est un petit peu caricaturaux quand même par rapport à ces jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, si on prend PEGI, c'est à partir de 3, à partir de 7, à partir de 12, à partir de 16, à partir de 18. C'est pas déconseillé ou interdit au moins de. Ça, c'est important de le fixer comme ça. Si on prend dans tous les autres médias, ce qui est plus 18, c'est toujours de la pornographie. Dans les jeux vidéo, le plus 18, c'est dès qu'il y a un peu de violence, de sang, de sexe. Bon, c'est pas sur le même pied d'égalité que les autres médias. Et ce qui est embêtant, c'est que on n'a pas d'uniformisation des classifications. Hein. On va avoir le CNC qui va classifier les films quand ils sortent au cinéma. Ensuite, ça va être classifié autrement quand ça va être vendu en VOD ou en DVD ou sur Netflix, etc. Si on prend Netflix, Apple, Disney, là, on est sur la classification américaine. Donc là, c'est pas 3 ans, c'est 4 ans chez eux. C'est pas 12, c'est 13. Il y a plein de contenus qui, chez nous, vont être 16 et qui, chez eux, vont être... non, qui vont être 13 chez nous ou 12 chez nous et non, 12 chez nous et 16 chez eux, parce que dès qu'il y a un peu de sexe, par exemple, si on prend Game of Thrones, je vous donne un exemple. Game of Thrones ou là, House of the Dragon. Chez eux, c'est contenu mature. C'est MA, mature, mature content, quoi. Parce qu'il y a du sexe, il y a de la violence, donc chez eux, selon les États, c'est entre 16, 17 ou 18 ans. Ça dépend des États, mais c'est considéré comme mature content. En France, c'est 12 ans par le CSA. Si vous allez sur OCS là et que vous regardez tout de suite sur votre téléphone OCS, Game of Thrones, House of the Dragon, c'est moins de 12. Bah franchement, je préfère un gamin qui joue à un jeu vidéo plus 16 qu'un gamin qui regarde Game of Thrones, quoi. Donc ça, c'est mon avis qui est purement subjectif. Mais c'est intéressant de voir aussi à quel point on dramatise certains médias, alors que les autres, bon, bah, on a l'habitude, on sait que la fiction, après tout, ça fait pléthore d'années qu'on regarde tout ça, qu'on a tous notre télé à la maison, que ça va pas tuer grand monde hein, de regarder des trucs déconseillés au moins de. On a tous plus jeunes regardé des trucs un peu... pas de notre âge. Bon, ce qui est important, c'est plutôt d'avoir de permettre du dialogue, d'avoir de la discussion en famille, de savoir pourquoi on déconseille tel ou tel contenu en fonction de nos valeurs, en fonction de plein de choses qui peuvent être nos traumatismes à nous aussi, qui font qu'on n'est pas obligé d'avoir un certain nombre de contenus qui ne nous plaisent pas. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas poser l'interdit avec ce mot d'interdit, parce que plus on va interdire aux gamins de faire des choses, plus ils vont avoir envie de le faire. Hein, plus on va nous dire ne cliquez pas, ne cliquez pas, ne cliquez pas. Et on a commencé en retard. C'est pas de ma faute si vous aviez pas fini de manger non plus.
Pour de vrai, je peux gratter combien de temps je suis censée avoir 7 minutes, mais là, c'est compliqué parce que je voulais dire plein d'autres trucs. Mais... Attendez, on fait une petite négociation vidéoludique. Ouais, si je dois finir, j'en ai pour 1000 ans. Mais je finis juste ce que je voulais dire par rapport à ça. Je ne sais plus ce que je voulais. Comment? Mais vous pouvez tous me couper, c'est pas grave. Me coupez pas la tête, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Un contenu. Ouais, mais c'était pas ça. J'avais une idée en tête. Non, je disais juste par rapport à l'interdire. Je termine juste sur ça. Vaut mieux pas interdire avec cette notion juste vocabulaire interdire, parce que quand on nous dit ne cliquez pas, ne cliquez pas, et vous avez qu'une seule envie, c'est de le faire, quoi. Même si vous savez même pas pourquoi vous avez envie de le faire. C'est le ne pas, ne pas, ne pas. Dans notre cerveau, c'est de la PNL. Hein. Notre cerveau, il n'entend pas le ne pas. Par contre, il vaut mieux dire voilà, à la maison, je ne veux pas tel ou tel contenu pour telle ou telle raison. Mais si jamais tu tombes sur ce contenu-là ou que tu joues à ce jeu vidéo avec les cousins, avec les copains, que tu tombes dessus, je serai là pour en discuter avec toi. Si tu tombes sur des contenus qui t'ont choqué, qui t'ont dérangé, ou si tu as fait des mauvaises rencontres, je serai là pour en discuter avec toi. C'est essentiel de porter ces discours-là au niveau des familles, avec les enfants, etc. Parce que les enfants ont peur de se faire punir. Donc, si finalement on leur a interdit de jouer à tel jeu et qu'en fait ils ont quand même été contournés cet interdit, qu'ils sont traumatisés, jamais ils iront en discuter avec les parents. Donc après, c'est important qu'il y ait des adultes qui puissent entendre cette parole-là et que ce ne soit pas forcément les parents. Mais à minima, si on peut conseiller aux parents d'avoir cette espèce de mini souplesse où voilà, on argumente un peu, on explicite, mais on n'interdit pas avec ce mot-là, ce gros mot qui donne envie d'eux, et de garder cette posture de dialogue entre guillemets positif. Et je serai là pour toi. Qu'il n'y ait pas de cet enjeu punitif en plus du traumatisme que le gamin est en train de rencontrer si jamais il est tombé sur des choses qui vraiment l'ont mortifié. C'est encore Freud. Euh, Dites-moi, moi j'ai un avis personnel sur la question. Je pense qu'on est au niveau du jeu vidéo, on est un peu sur la chasse aux sorcières. En fait, on cherche toujours un responsable à des maux sociétals qu'on ne veut pas voir, ou alors à une éducation qui n'a pas été faite. Je pense que pour certains, on cherche voilà, un coupable. Et la facilité veut qu'on va se retourner, je pense, vers le jeu vidéo si le petit il a des réactions un petit peu. Enfin, je pense. Moi, je pense que c'est une chasse aux sorcières. Comme il y en a toujours eu de tout temps, de toute façon, c'est humain. Hein. On a toujours cherché des raisons là où il n'y en avait pas pour excuser des choses qu'on savait très bien qui existaient, mais qu'on ne voulait pas assumer. Oui, oui, bien sûr. Dans beaucoup de cas, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on fait encore une fois des corrélations et dans les causalités, en fait, c'est faux, mais ça arrange tout le monde d'aller taper sur tel objet qui incarne un petit peu ce qui nous pose souci. Enfin, je reviens sur mon histoire de consultation et d'excès de tout à l'heure. C'est facile pour une famille d'aller consulter un psy parce que son enfant est accro aux jeux vidéo et que enlevez-moi ça, ce problème-là, et mon enfant ira mieux. Alors qu'en fait, la famille n'irait pas consulter pour dépression, parce que dépression, déjà, ça fait violence de juste penser à ce mot-là. Les parents culpabilisent beaucoup dans les cas où leurs enfants vont pas bien. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir cet aspect, voilà, objet extérieur sur lequel cristalliser mes angoisses ou mettre les mots de société. Après, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est vrai que je fais, mine de rien, l'avocat du diable aussi, on a toutes ces nouvelles pratiques aussi industrielles qui sont à entendre. En tout cas, à se former tous à l'éducation aux médias, à toutes ces dissonances cognitives aussi que ça peut générer en nous, ces modèles, ces économies de l'attention voilà, qui nous créent aussi des nouveaux biais, enfin pas des nouveaux biais cognitifs parce que ça existait déjà, mais voilà, qui viennent jouer sur certaines de nos sensibilités ou nos fragilités. Parce qu'il faut entendre aussi tout ça et comprendre ce que ça peut générer comme angoisse à plein de niveaux et voir que c'est en train de remplacer aussi à certains moments certains enjeux éducatifs aussi, et de replacer l'éducation peut-être au premier plan. Parce qu'effectivement, quand on est carencé, on est carencé. Donc l'enfant, il pourrait pas aller mieux qu'il y ait des jeux vidéo ou pas. Si on est carencé, quoi.
Mais arrêtez de vouloir me faire descendre de scène comme ça. Je resterai là. Oui, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je vais passer très très vite. Bon, l'isolement, on a compris. L'e-sport, bon, je pense que vous êtes tous convaincus de toute façon. Mais voilà, cette pratique, je vous aurais, enfin, je vous donnerai mon document. Vous pourrez me contacter vanessa.lalo, lalo@gmail.com. Envoyez tous à moi un mail simultanément pour faire exploser ma boîte mail. Je vous enverrai mon diapo. Voilà, je vous ai mis une petite vidéo, en tout cas que j'adore, qui dure 3 minutes, qui s'appelle This is Sport, This is e-sport, qui est magnifique, où on voit 10 000 personnes à la DreamHack en Suède qui sont les uns et les autres. Voilà, donc là, on peut pas dire que l'e-sport, que le jeu vidéo, c'est un truc de tartempion tout seul, c'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'émulations, beaucoup de millions de dollars aussi dans l'affaire. Donc voilà. Très rapidement, on a plein de compétences aussi numériques qui sont développées, enfin de compétences, d'habilités, des capacités cognitives qui sont développées à travers les jeux vidéo et qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Donc tout ce qui est concentration, attention, fonction exécutive, prise de décision rapide, gestion de la frustration, précision psychomotrice, dextérité, etc. L'acuité visuelle dont je parlais tout à l'heure, les capacités visio-spatiales, donc se repérer dans l'espace, le multitâche. Alors tous les jeux vidéo ne développent pas exactement tout, ou en tout cas pas de la manière la plus approfondie possible, pas tous, mais la plupart des jeux vidéo quand même jouent sur ces habilités là et ces fonctions cognitives là. Donc en tout cas, on ne perd pas de morceaux de cerveau, soit on n'en gagne pas et on reste au même niveau, soit on peut gagner en capacité attentionnelle, etc. Donc ça peut quand même être intéressant. On a toutes les compétences psychosociales aussi qui ne sont pas cognitives, mais tout ce qui est résolution de problèmes, essais erreurs dont je parlais tout à l'heure, capacité interpersonnelle en groupe, etc. Tout ça, c'est plein de choses qui sont aussi développées, l'esprit d'équipe, la collaboration, la cooptation. Tout ça, c'est des choses qui sont très positives sur lesquelles on peut aussi s'appuyer. Au niveau du cerveau, on voit que ça peut aussi développer la matière grise selon le type de jeu, selon l'assiduité. Donc encore une fois, c'est toujours ça dépend, hein, que je disais tout à l'heure. Donc méfions-nous quand même de toutes les études qui nous disent tout le temps que c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est pas toujours vrai, mais c'est important à certains moments de se dire quand même c'est pas si nul que ça. Le petit bémol, c'est juste la surexpertise du cerveau qui peut être développée quand on joue par exemple que au FPS. Et pour le coup, c'est surtout sur les FPS que ça a été identifié, donc Counter-Strike, Call of Duty, etc. Là, dans ce cas-là, ça crée une surexpertise qui va être au détriment du berceau des émotions, donc justement l'empathie, etc. Donc, ce qu'on peut conseiller surtout, c'est de diversifier les différents jeux, être dans la pluralité des jeux, tout comme le pianiste qui ne fait que jouer au piano, hein, va à un moment développer une surexpertise de son cerveau à un endroit au détriment d'autres zones. Donc c'est pareil que le reste. Mais voilà, c'est juste le petit bémol qu'on pourrait avoir. Et puis bon, bah, j'ai pas le temps. Je vous conseillais tout à l'heure par rapport aux familles. Les minuteurs, etc., les sabliers, tout ça, ça peut être des choses qui marchent. N'oublions pas non plus tout ce qui est pacte de confiance, contrat, charte familiale, d'avoir des engagements noir sur blanc qui sont écrits par chacun, ça peut être hyper important. S'engager à manger à table tous les soirs, s'engager à se parler au moins une fois par semaine. Mais ça peut être aussi les parents qui s'engagent à jouer au moins une fois par mois avec leurs enfants. Et j'aime bien, moi, qu'on fasse un compromis aussi quand on fait un pacte de confiance comme ça en famille. C'est-à-dire, c'est pas que l'enfant qui est puni à s'engager à respecter des règles, mais que ce soit aussi les parents qui peut-être s'engagent une fois par mois à regarder les vidéos de leurs youtubeurs préférés, aller sur Twitch pour comprendre un peu ce qui se passe avec eux, d'aller jouer ensemble. Bref, de recréer des liens autrement et de l'écrire noir sur blanc. Ça peut être hyper important. Je dis juste attention à pas faire d'ingérence parentale parce qu'on a tendance à vouloir avoir des discours d'experts et à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Or, bah, c'est pas notre place et c'est compliqué parce qu'on se rend bien compte que pour plein de raisons, il n'y a pas d'effet dose et que c'est très compliqué de trouver un cadre à la place des gens. Donc voilà, restons bien aussi dans nos postures où on questionne, on accompagne, on pousse à interroger, parce que c'est ce qui me paraît
important. Bon, bref, tout ça. Mettre le jeu en collectif, ça, je l'ai déjà dit, mais c'est hyper important de pousser aussi les familles à, ok, vous aimez pas le jeu de votre enfant qui est très individuel, mais pourquoi pas se faire, je sais pas, un Trivial Pursuit sur la console du salon, de retomber sur nos pattes avec des jeux de société qu'on connaît tous, mais de remettre ça en collectif autrement sur d'autres modalités, de trouver des choses qui sont coopératives, par exemple en famille, pour recréer des liens. Parce qu'à la fin, en fait, on fait de la systémie familiale. Hein. À certains moments, on se rend bien compte que c'est pas vraiment ce qui clignote qui va pas, mais c'est plutôt autre chose. Bon, j'ai pas le temps de vous montrer tout ça, mais vous pourrez avoir dans mon document. Je vous ai mis plein d'exemples de jeux, des petits jeux indépendants qui peuvent être sympas pour sortir des jeux du CAC 40, des jeux vidéo. Comme Lapin Crétin, Apprendre à coder d'Ubisoft ou Soldat Inconnu, des jeux sérieux, entre guillemets, Portal, qui permet de jouer sur la physique, plein de choses hyper chouettes en puzzle qui sont très sympas. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu il y a quelques jours, donc je voulais vous le partager, mais j'ai pas le temps non plus. Ce youtubeur un peu acharné, un peu déchiré au moment où il a commencé d'ailleurs son expérimentation, il a mis 2 mois à recréer l'univers dans Minecraft, pixel par pixel, planète par planète, étoile par planète. Il a recréé un trou noir. Bon, et donc ça, c'est sorti il y a quelques jours, donc je vous ai mis le lien vers la vidéo. Ce qui est génial, c'est de voir tous les calculs qu'il a fait, toutes les connaissances en astrophysique, en physique, en mathématiques, tous les calculs pour mettre à l'échelle 97 millions d'années-lumière ou milliards d'années-lumière, je ne sais même plus. Bref, vous le voyez en train de s'acharner sur ces tableaux, faire des calculs et tout. Bon, il était un petit peu déchiré quand il a commencé vraiment. Donc, on le voit sur la vidéo, je le dis quand même. Mais ça, c'est formidable de se rendre compte que le jeu vidéo, c'est aussi ça. En fait, on ne peut pas dire que c'est un truc de neuneux. Ça fait appel à plein de connaissances, de culture, bref, donc ça, si ça vous intéresse, c'est génial. Et je vous ai mis plein d'exemples de jeux avec les enfants qu'on peut jouer, qui sont vraiment chouettes, qui sont beaux, qui sont bien faits. Des jeux tout public aussi, qui sont bien faits, qui peuvent être très sympas en coopération ou tout seul. Je vous ai mis quelques exemples de serious games. Alors, c'est devenu enquiquinant, on n'a plus envie de jouer à des jeux sérieux. Mais bon, si jamais ça peut vous donner des idées. Il y a aussi ce qu'on appelle les news games, qui sont un autre champ. C'est des jeux autour de l'actualité pour avoir des prismes qui sont plus ou moins militants, politiques. Mais tout ça, ça existe. Et en fait, quand on cherche des jeux et qu'on cherche, en fait, on trouve plein de choses qui sont vraiment géniales. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut forcément jouer à ça. C'est juste pour savoir que tout ça existe, qu'il y a des jeux qui sont éditoriaux, politiques, qui peuvent nous... Alors, Enterre-moi mon amour, c'est formidable. On incarne une famille migrante qui, voilà, les échanges, ce qui se passe quand on doit changer de pays et qu'on lâche tout, voilà. Puis on a aussi les jeux avec les seniors qui sont très très chouettes. C'est une expérience qui s'appelle Silver Geek, des tournois de jeux vidéo e-sport sur WeBowling, qui remettent aussi tout ce collectif, ce bien vivre ensemble, qui est vraiment chouette et qui permet de s'affronter sur un plan intellectuel et pas corporel, qu'on soit en fauteuil roulant, qu'on soit debout, qu'on soit en fait on est sur le même pied d'égalité. Ça permet que tout le monde se marre, que tout le monde s'insulte aussi, parce qu'on s'insulte dès qu'on joue aux jeux vidéo, mais c'est normal, comme quand on joue au rami. Voilà, le reste, tout ça, je ne sais pas pourquoi je l'avais laissé, je voulais l'enlever, j'ai oublié. Vous aurez plein d'autres exemples de trucs qu'on peut faire, des expos autour du jeu vidéo en prenant... Alors ça, c'est un copain qui s'est amusé, sa femme est radiologue, donc il a pu le faire, mais il s'est amusé à faire des radios de plein de trucs de jeux vidéo. Et en fait, le jeu vidéo, c'est aussi ça, c'est de l'art, de la culture, et on peut tirer des liens partout. Et j'avais mis aussi des exemples d'escape game, parce que qui dit jeu vidéo dit qu'on peut aussi s'appuyer sur ces leviers-là pour travailler autre chose, pour faire des ateliers de prévention, des choses qui pourraient être un peu chiantes autrement, mais en les rendant un peu ludiques avec un bout de vidéo, une tablette, un QR code, un bout de papier. On peut co-créer plein de choses avec les jeunes qui sont très très chouettes. Et donc vous avez plein d'exemples pour fabriquer vous-même des choses si vous le voulez. Ça aussi, ça a été fait par des profs, c'est gratuit. Vous pouvez faire des escape games sous forme de cartes gratuites, soit en web, soit en applicatif. Voilà. Je conclus. Éviter de laisser les enfants plus tout seuls quand même quand ils sont trop jeunes, ça c'est important, on l'a pas trop dit tout à l'heure. Avoir des moments d'écoute, de partage, etc., c'est essentiel. Poser des règles, des limites, ça c'est essentiel aussi, on est bien d'accord, mais il faut le faire juste de manière non arbitraire et les faire respecter et rester ferme
quand on a posé des règles. Avoir des rituels aussi de début et de fin, ça, j'en ai pas parlé de tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est on sait tous commencer des parties, mais on ne sait pas les arrêter. Et à l'image du coffre à jouets qu'on va refermer avec les enfants quand on a fini une partie de jeu, le jeu vidéo ou le numérique tout court, il faut qu'on apprenne tous à fermer le coffre à jouets, à fermer la porte du placard et peut-être à accompagner ce mouvement-là, hein, au lieu de dire dans 5 minutes c'est terminé, comme moi là qui dois descendre de scène. Accompagner le placard, accompagner la fermeture du placard. Ça, c'est hyper important de trouver des moments de rituel et de valoriser, bien sûr, ces écrans partagés. Et en dernière conclusion, dédiaboliser les jeux. Bon, de toute façon, je pense qu'on est tous convaincus dans cette salle, mais surtout de pouvoir s'intéresser à toute cette pluralité de jeux qui existent, de ne pas rester centré sur tout ce qu'on pense, voilà, tout ce qu'on fantasme autour des jeux, et puis penser aussi aux bénéfices, aux compétences et aux opportunités, puisque les dérives, les risques, tout ça, on a TF1, M6 et BFM qui, au quotidien, nous le racontent. Et si vous voulez me contacter sur tous mes réseaux sociaux, sur mon mail, sur partout, vous pouvez me follower, me contacter, m'écrire, me témoigner, tout ça. Et si vous voulez récupérer ma diapo, comme on ne s'est pas mis d'accord sur comment le faire, vous pouvez m'envoyer un petit mail et faire imploser ma boîte mail ce week-end. Virus.